Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, un gros morceau puisqu'on va enfin parler du fameux Martyr de Pascal Laugier, sorti en 2008, son second long métrage. Un film qui a d'abord fait scandale au marché du film de Cannes à cause de son extrême violence, avant de devenir un des films les plus cultes de la French Frayeur. Cette vague de films d'horreur français qui ont envahi les salles et les rayons de DVD au début des années 2000 avec, entre autres, Haute Tension d'Alexandre Aja, À l'intérieur de Bustillo et Maury, ou encore Frontières de Xavier Janssen. Martyrs reste à ce jour réputé pour être un des films les plus violents du lot et est souvent vu comme un rite de passage pour les cinéphiles adeptes de films ultra-violents et bien crado. Le film suit l'histoire de Lucie, une jeune femme traumatisée par un enlèvement et des tortures subies pendant son enfance. Avec l'aide de son amie Anna, elle se lance dans une quête de vengeance qui les entraînera toutes les deux dans une spirale cauchemardesque remplie de tortures et d'autres trucs un peu crado. La première partie du film tourne autour de cette fameuse vengeance, et la seconde partie, elle, va s'axer autour d'une longue séance de torture du personnage d'Anna par le groupe de personnes qui a torturé Lucie quand elle était jeune, ce qui a choqué beaucoup de spectateurs à l'époque. Pascal Laugier, le réalisateur, a voulu créer un film qui ne laisse personne indifférent, un film qu'il a écrit lorsqu'il était dans une sérieuse phase dépressive de sa vie, ce qui explique le nihilisme total de l'œuvre. Tourné en seulement 7 semaines au Canada avec un budget limité, Martyr est rapidement devenu un film d'horreur assez culte, acclamé pour son audace mais souvent critiqué pour sa violence extrême. Une violence extrême à laquelle l'équipe s'est confrontée aujourd'hui pour pouvoir vous dire si, plus de 15 ans après, Martyr vaut le coup d'être revu, si c'est bien plus qu'un simple rail de trashouille, ou s'il ne vaut pas sa réputation. Sont présents ce soir Dario de la team Jumpscare. Hello. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Et moi-même, Romain du bistrot sur Filmo. Et avant de se jeter dans le vif du sujet, petite rubrique actualité avec le fameux Stabaton. Mylène, le Stabaton, qu'est-ce que c'est déjà? Rappelle-nous. Alors le Stabaton, c'est un festival que j'organise pour la 2e année consécutive et c'est un festival autour des slashers, genre que j'adore, c'est trop cool. Genre avec des jeunes, un couteau et du sang. Non, c'est pas que ça. On ne savait pas. Et du coup, le but, c'est vraiment de faire un marathon durant 1 à 2 nuits. L'année dernière, on a diffusé tous les Screams durant une nuit jusqu'à 7h et des bananes du matin. Et donc, à la fin, les gens qui avaient survécu avaient des croissants et du café. Et tout le monde a survécu, ce qui est plutôt pas mal. C'est pour ça qu'on recommence. Et quel donc... enfer. Imagine, tu mates Scream 6 à 5h du matin, t'as un croissant à la fin. Bah, certains dans l'équipe l'ont fait. Bah, on l'a fait. Hein. Quel enfer, imagine, tu mates Scream 6. Oh non, trop tôt. Non. Ouais, tout soon. Non, mais par Love contre, sur Mélissa. l'enfer, c'est quand tu reviens dans la salle pour Scream 6 et que tu vois que tes potes sont sur 3-4 fauteuils et qu'en fait, t'as plus de place. Et en fait, peu importe là où tu vas, tout le monde est en train de baver sur un fauteuil. Du coup, tu ressors, reprendre un café, t'abandonnes. Non, Oui. moi j'étais par terre, c'est pas vrai, j'étais pas sur un fauteuil. En tout cas, il n'y a plus de place. Et du coup, cette année, donc, on diffuse les Freddy, on diffuse tous les films sauf le remake, et à la place, on met Freddy contre Jason. Et cette année, il y a aussi 2 nouveautés. C'est que j'ai décidé de mettre des films qui sont pas dans des franchises pour les faire découvrir en salle. Donc, le vendredi, on a Détention, qui est un film que j'aime énormément et qui est passé que 2 fois en France. Donc, du coup, c'est un peu une chance de le découvrir en salle. C'est un film complètement what the fuck. Et on a aussi le samedi une avant-première. On a Maxine qui va passer en début de journée. Première. Donc voilà, je suis trop contente. Bravo. Maxine, la grosse exclue. Ouais. Bien joué. Je suis contente de la voir. Ça fait 9 films en tout au final ou 10 films? Ça fait 10 films en tout. Ça fait 10 films, ouais. C'est bien, heureusement que j'ai fait une affiche où il y a écrit 9 films dessus du coup. C'est pas grave, c'était la surprise. C'est la dernière surprise. Non, c'est cool. Redis-nous les dates, s'il te plaît, et Donc le lieu. c'est le 12 et 13 juillet au cinéma René Fallet à Dompierre-sur-Bèbre. Et donc il y aura 10 films, il y aura des stands, des animations, des lots à gagner. Pégase ne sera pas là malgré qu'ils sont en train de miauler derrière moi. Et du coup, voilà, ça va être trop chouette. Il y aura des tatoueurs aussi qui vont faire des super tatouages horrifiques. J'ai déjà vu un peu les petites créations qu'ils ont préparées. Donc, et une librairie avec une sélection de bouquins que j'ai faite. Il n'y a pas que des slashers en livre, je vous promets. Il y a des survival.
Oh non. Sachant, c'est bien de le souligner, c'est une petite ville, mais il y a une gare, c'est accessible. Oui, il y a la gare de Dompierre-Sept-Fonds. Je sais pas pourquoi elle s'appelle pas comme la ville, voilà, c'est le petit crack. Mais il y a une gare et du coup, il y a des trains, par exemple, directs de Lyon. Voilà, il y a possibilité de venir en train ou en covoite. Et il y a aussi hôtel et camping. Il y a un camping. Certains ont déjà fait le camping l'année dernière. Apparemment, c'est un banger, voilà. Désolé pour le festival et pour le camping du coup. Merci. De toute façon, on a relayé l'événement sur nos réseaux sociaux, donc il y aura des news assez facilement accessibles et dans la bio de l'épisode, dans la description de l'épisode, il y aura des informations en plus pour venir à l'événement. C'est dans moins d'un mois, donc c'est bientôt, n'hésitez pas. Et il reste des places, donc profitez-en. Oui. On va passer à ce qui nous intéresse ce soir, Martyr. Mathieu, toi qui es le plus vieux. Je trouvais pas le bon mot. Merci. Tu l'as vu à l'époque, le film, ou pas, du coup? Ouais, je l'ai vu à l'époque. Je l'ai raté en salle, mais par contre, je l'ai rattrapé en Blu-ray. Et le film avait déjà une grosse réputation. On a commencé à entendre parler de Martyr début juin 2008. Le film n'était pas encore sorti, il était prévu pour sortir je crois en juillet et il a été décalé après au mois de septembre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des rumeurs de censure, le film est ultra violent, la commission de classification des films en fait a donné une espèce d'interdiction moins de 18 ans alors que c'était pas forcément mérité ou quoi. Bref, c'était un petit peu la panique et moi j'avais qu'une hâte en fait, c'était de voir le film. J'avais vu Saint-Ange, donc le premier film de Pascal Laugier. J'avais trouvé ça plutôt bon, même s'il y avait quelques petits défauts. Enfin, c'était un premier film, mais j'étais quand même curieux de voir ce qu'il allait se passer avec le second, d'autant plus qu'il me semblait en tout cas partir dans une direction qui n'avait absolument rien à voir avec Saint-Ange. C'était vraiment, ça sentait le film fait avec la rage au ventre, quoi. C'était ça vendait une espèce de truc vraiment hardcore. Et quand je l'ai vu, mon premier visionnage a été assez douloureux parce que une des actrices principales, donc Morjana Alaoui, c'est le sosie d'une pote à moi, mais vraiment le sosie physique et le sosie en matière de voix, enfin niveau vocal c'est exactement la même. Donc j'ai passé en fait 1h30 à voir ma pote se faire molester. C'était compliqué pour moi de regarder, de voir autre chose que ça. Donc je l'ai revu une seconde fois, là c'est un petit peu mieux passé, mais pour l'époque, le film a fait beaucoup de bruit par rapport à ça, par rapport à sa violence, et notamment par rapport à ce que je disais, donc ce truc de censure. Il y a quelques heures, en fait, je regardais un petit peu les avis qui ont été laissés sur Internet par rapport donc au post qu'on a pu faire sur le film, et je voyais en fait pas mal de personnes mentionner cette histoire de censure et de problèmes de classification avec le fameux moins de 18 dont le film en fait a écopé à l'époque. Et je voulais juste revenir rapidement en fait sur ce truc-là parce que des fois il y a des choses qui sont pas forcément justes à ce niveau-là, parce que, encore une fois, quand on a commencé à entendre parler de Martyr, c'est par rapport justement au fait que le film allait se faire censurer entre guillemets et donc interdire aux moins de 18 ans à partir du moment où début juin donc il est passé devant la commission de classification des films. Donc le film s'est retrouvé moins de 18 ans. Ensuite il y a eu une espèce de levée de bouclier par rapport à ça. Faut aussi remettre les choses dans le contexte. On était en 2008, c'était la troisième fois qu'un film se retrouvait interdit moins de 18 ans en l'espace de 3 ans. L'année précédente, il y avait eu Quand l'embryon part braconner, qui vraiment, quand on le revoit aujourd'hui, on se dit mais pourquoi ce film a été interdit moins de 18 ans? Enfin, c'est absolument stupide. Pas mal de personnes en avaient parlé à l'époque. Avant ça, donc en 2006, on a eu Saw 3 qui s'est retrouvé interdit moins de 18 ans. En 2008, on est au débbe en fait du quinquennat de Nicolas Sarkozy, donc c'était une ambiance qui était un petit peu particulière, il y a un petit peu de tension dans l'air. Et même si à l'époque on se dit oula, ça pue du cul, c'est quand même rétrospectivement pas la même ambiance qu'aujourd'hui. Enfin bon, bref, allez voter. Attention, voilà. Voilà. Du coup, il y a cette espèce de levée de bouclier par rapport à cette censure entre guillemets qu'avait eu Martyr et ce fameux moins de 18 qui était infamant. Ça a fait qu'il y a eu des espèces de petites manifestations spontanées qui se sont mises en place.
Je me rappelle à l'époque avoir lu un article comme quoi pas mal de défenseurs du film, pas mal de réalisateurs s'étaient retrouvés devant le ministère de la Culture. Donc à l'époque, c'était Madame Albanel, je crois. Et du coup, il y a eu une petite manifestation. La ministre avait pu recevoir Pascal Laugier et le film avait pu être revu donc une seconde fois pour atténuer un petit peu la classification du film. Et c'est à ce moment-là que le film est passé de moins de 18 à moins de 16 avec avertissement. Et dans les bonus du DVD et du Blu-ray, Pascal Laugier disait, mais en fait, on me reproche d'avoir fait un film ultra-violent, d'avoir fait un film choquant, quoi. En tant que réalisateur de films d'horreur, permettez-moi d'en être un minimum fier. Sauf que ce qu'il disait, c'est qu'il n'avait pas forcément prévu que le film soit moins de 18. Et que pour lui, ça sonnait surtout la fin de sa carrière de réalisateur, parce que de fait, personne n'allait vouloir diffuser le film et que cette espèce de censure, entre guillemets, de polémique, en fait, même si le film, encore une fois, est ultra violent, elle n'avait pas forcément lieu d'être. Et je pense que c'est aussi ça qui a beaucoup joué dans le culte du film et dans le fait que pas mal de personnes se sont déplacées pour aller le voir, là où d'autres films que tu as cités, Romain, issus en fait de la French Fryer, ont fait beaucoup moins d'entrées en salle. Martyr, c'est un film qui, au bout du compte, est allé quasiment frôler les 100 000 entrées, ce qui était quand même assez conséquent grand. Pour un film. Ouais, c'était grand. Pour un film, en fait, pour le second film d'un réalisateur, et pour un film qui avait cette réputation d'être absolument hardcore, quoi. Donc voilà, je pense que la publicité a pas mal joué à ce niveau-là. Là où il y a eu une petite confusion et où il y a eu, je pense, une petite entourloupe, c'est que, voilà, encore une fois, dans les bonus, les mecs sont là à dire oui, on nous l'a fait à l'envers, le moins 18, il n'est pas justifié, tout ça. La commission, il y a des mecs, en fait, qui nous avaient dans le viseur et tout. Il y a un bonus très intéressant, une espèce d'interview croisée entre quelqu'un qui défend le film, donc Philippe Rouillet, et quelqu'un qui a voté pour son interdiction moins de 18 ans, dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave. Ce bonus-là est vraiment intéressant, mais ce qu'il oublie, c'est que cette espèce de truc à partir duquel en fait on a commencé à entendre parler de Martyr, c'est justement ce problème de censure de moins de 18, et ça c'était début juin. Or, le véritable moment où on a commencé à entendre parler de ce truc, c'est 15 jours en arrière, c'était en plein pendant le Festival de Cannes. C'était le moment où en fait on a commencé à entendre parler de Martyr et où en fait l'équipe de production de Martyr a pu le vendre à pas mal de pays. Donc je pense que même si le film était sorti moins de 18 en salle, il se serait quand même rentabilisé étant donné le nombre de pays qui ont acheté le film par rapport à la réputation qu'il avait déjà à ce moment-là. Parce que dans la note d'intention de Pascal Laugier, il y avait un truc du genre j'ai pas envie de faire un film moralisateur ou quoi sur qu'est-ce que c'est que la souffrance. Mon film, c'est la souffrance. Voilà. Quel acteur. Mon film, c'est la souffrance, c'est le sujet principal du film et tout, faut pas détourner les yeux, gna. Bon, après, tu m'étonnes que des mecs en fait, qui sont en recherche de films un peu trashou et tout, forcément, ils sautent dessus, quoi. Mais ce qui s'est passé aussi à l'époque, donc en plein pendant le Festival de Cannes de 2008, c'est qu'il y a eu une interview des actrices principales, donc Morjana Alaoui et Mylène Jampanoy, dans le grand journal de Michel Denisot sur Canal+. Canal+, qui, je le rappelle, est la boîte en fait qui a créé, donc qui a commandé en tout cas les films de French Fryer. La naissance de Martyr, ça intervient. C'est à la base un mec de French Fryer qui appelle le producteur, je crois que c'est Richard Grandpierre, en lui disant voilà, est-ce que tu n'as pas un scénario en fait sous la main ? On aimerait produire un film vénère ou quoi. Et Martyr s'est fait dans l'urgence par rapport à ça. Du coup, les actrices se retrouvent sur le plateau du Grand Journal à dire le film il est hardcore, le film il est épouvantable. On va être censuré ou on est censuré, je sais plus. Et du coup, en fait, elles annoncent une censure, mais qui n'est même pas encore effective, étant donné que le film n'est pas encore passé à ce moment-là devant la commission de classification des films. Ça n'arrivera que quelques jours plus tard. Du coup, cette espèce de buzz de oh là là, le film il est dangereux, il est censuré, c'est un scandale et tout, je pense qu'il a été sciemment orchestré par la production, étant donné que ce truc-là avait fonctionné pour un autre film de la French Fryer qui était Frontières, de Xavier Jeans, où en fait le film quand il est passé, il avait écopé d'une interdiction moins de 16 ans, mais il y avait une des phrases qui était restée, c'était avertissement : ce film comporte des scènes de boucherie épouvantables et doit être réservé à un public averti, machin. Cette phrase s'était retrouvée sur l'affiche de Frontières. Et c'était même pas une tagline, c'était vraiment en gros, en arrière-plan. Tu voyais plus cette phrase que le titre Frontières. Voilà. Et je pense que les mecs en fait à Wild Bunch et Canal+ et Squad et compagnie se sont dit on va créer une espèce de buzz parce que déjà le film il est compliqué. Pascal Laugier c'est un personnage aussi qui a un certain ego, donc je pense qu'en interview ça passe ou ça casse, tu vois. Et en fait ça a marché. Mais encore une fois ce truc de oh là là mon Dieu le film il a subi les foudres de la censure ou quoi. Non, ça s'est pas forcément passé tout à fait comme ça. Le film, je pense que s'il avait été resté
interdit aux moins de 18 ans. Là aussi, quand ils ont évoqué ce truc-là dans les bonus en disant mais c'est la mort pour notre film dans le sens où il pourra jamais passer sur Canal+, il faudra qu'il passe à la place d'un film porno à minuit. Si le film était resté moins de 18 ans, eh ben, il serait passé à la place d'un porno à minuit. Mais si le film avait écopé d'un moins de 16, ce qui est le cas aujourd'hui, bah, il serait passé peut-être un petit peu plus tôt. Mais enfin, dans tous les cas, tu peux pas passer Martyr à 20h30. Donc dans les faits, pour une diffusion télé, en fait, ça change pas grand-chose. Et le truc aussi où ils n'ont pas forcément été, peut-être, je dirais pas honnêtes, mais je pense qu'ils ont sciemment oublié ce truc-là, c'est que des films en fait qui sortent en salle avec un moins de 18 ans, il y en a. Et ça n'empêche pas le film de faire des entrées et de trouver son public. Parce que quand tu écoutes un petit peu ce qui est dit dans les bonus, c'est oui, en fait, le film il va être distribué comme un film porno. Or, déjà en 2008, des circuits de distribution pour les films porno, il n'y en avait plus forcément beaucoup, déjà premièrement. Et deuxièmement, des films estampillés moins de 18 ans, même si moins de 18 ans, ça ne veut pas forcément dire systématiquement film pornographique. Il y a une petite distinction aussi à faire à ce niveau-là. Enfin, depuis une dizaine d'années, la classification avait pas mal changé par rapport à Besbois, par rapport à pas mal de trucs. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, si le film était resté moins de 18 et qu'il était sorti en salle avec cette interdiction-là, il serait quand même sorti parce que quand L'Embryon par Braconnet, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Saw 3, surtout, 2 ans auparavant, était sorti en salle. Et Saw 3, pour rappel, il a fait 760 000 entrées. Donc ce truc, je pense qu'il a été sciemment orchestré en amont et je trouve ça, c'est vraiment un move c'est un move de petit malin en fait. Je trouve ça rétrospectivement, je trouve ça brillant. Depuis un bon moment aussi, c'est pratiqué souvent dans le milieu de l'horreur pour le coup. Oui, genre, mais en fait, qu'on en ait tellement entendu parler à cette époque et qu'il y a eu des manifestations devant le ministère de la Culture, je trouve que le move était assez bien joué, quoi. Bref, d'autant plus que le film a eu une carrière à l'international parce que quand on pense au film ce que les Américains appellent la French Horror, donc toute cette vague en fait avec à l'intérieur et compagnie, c'est ce film-là qui arrive en tête. Quand tu demandes à un Américain quoi, tu lui parles des films d'horreur français de cette époque, il va peut-être te citer Aux Tensions, il va peut-être te citer Frontières ou à l'intérieur ou quoi. Il y a certains films qui va totalement zapper, genre Promenons-nous dans les bois, qui est tombé dans l'oubli et qui mérite de rester dans l'oubli. Incroyable le slasher. Il y a Hill qui pourtant paradoxalement est très très bon, mais le film qui va arriver en tête, c'est encore une fois Martyr. Bref, voilà, c'est une petite remise dans le contexte. Après, ce que j'ai pensé du film, à l'époque, j'étais pas forcément extrêmement fan des trucs vraiment hardcore, vraiment vénères ou quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon premier visionnage a été assez compliqué. Mais j'avoue que le petit twist, parce que le cinéma de Laugier ne fonctionne quasiment que via des espèces de petits twists en fait situés en milieu de film. Narrativement, je trouve qu'il y a une structure en fait qui se répète vraiment de film en film. Enfin, il y a des thématiques, il y a des trucs en fait qui sont assez récurrents. Moi, ça fait son petit effet. Je dis pas que j'ai sauté au plafond et que j'ai crié au génie, mais le fait d'être face à un film dont je pensais que ça allait être une boucherie, et en fait, effectivement, il y a des moments assez vénères, mais le film passe d'un genre à un autre, comme ça, un petit peu sans crier gare, et enchaîne les scènes compliquées. Moi, ça marchait. J'ai bien aimé le fait que le film ait été fait vraiment en urgence et que quand tu regardes encore une fois le making of, tu sens que il y a mis ses tripes quoi. Donc après c'est réussi, c'est pas réussi, bon après ça dépend de la vie de chacun. Je sais que moi à l'époque ça a fonctionné. Maintenant 15 ans plus tard quand je l'ai revu, je me suis dit ah bon ok, le film il est ça reste pour moi peut-être pas une date dans l'histoire du cinéma français, quoique, mais un film important dans le cinéma d'horreur français. Je trouve que ce qui m'avait impressionné à l'époque fonctionne bien moins aujourd'hui, parce que de fait, voilà, il y a 15 ans qui sont écoulés, et on a vu pire ou mieux, enfin je sais pas. La dernière partie, pour moi, clairement la moins bonne, parce que cette espèce de petit twist qui fait que à l'époque, moi j'étais là à dire ouais putain, en fait il faut se farcir tout le film pour arriver à une espèce de libération à la fin, et l'explication du pourquoi du comment justifie toutes les horreurs qu'on a vues précédemment. Aujourd'hui, je comprends en fait qu'on puisse trouver ça logique au moment où on écrit ce truc-là, mais aujourd'hui avec mon regard de mec en fait qui bouffe du cinéma d'horreur depuis 30 ans, je trouve ça peut-être un peu facile quoi. Je trouve pas ça mauvais pour autant, mais je trouve ça juste un peu bof quoi. Donc après reste un film qui a fait un fort effet, je pense, sur les personnes qui l'ont découvert à l'époque, dans un sens comme dans l'autre. Je pense aussi que comme la plupart des grands films vénères
qui ont choqué au moment de leur sortie, que ce soit les Cannibal Holocaust, les Salauds, les Massacres à tronçonneuse ou quoi. Il fera de toute façon jamais l'unanimité. Il y a pas mal de machins qui sont très discutables dans le film aujourd'hui, qui ne posaient pas forcément de problème à l'époque en 2008, mais qui aujourd'hui en fait me sautent aux yeux. Encore une fois, je disais qu'il y a des récurrences dans le cinéma de Pascal Laugier, notamment cette espèce de fixation qu'il peut faire sur l'enfance maltraitée. Il y a aussi cette espèce de thème récurrent avec des espèces de sociétés secrètes, voilà, qui kidnappent des gamins, qui les maltraitent et tout. Et le fait que la résolution de l'intrigue passe forcément par une espèce de transcendance et qui doit se faire aussi dans la douleur. Voilà. Après, c'est des thèmes aussi qui sont communs à Dario Argento. Et j'ai vu pas mal de personnes sur internet défoncer systématiquement Pascal Laugier, que ce soit pour Saint-Ange, que ce soit pour ce film-là ou même pour les suivants, et paradoxalement applaudir dès qu'Argento sort un truc alors que les thèmes sont quasiment équivalents, quoi. Donc voilà, Pascal Laugier dans tous les cas, c'est une personnalité qui est, j'ai envie de dire, un petit peu à part. Qui est très clivante, soit tu l'aimes, soit tu le détestes, mais je trouve aussi qu'il y a pas mal de personnes qui le défoncent parce que c'est Pascal Laugier, alors que t'as des mecs en fait qui développent exactement les mêmes thèmes, qui sont applaudis à l'opposé complet, quoi. Donc voilà, j'aurais pas vraiment de conclusion claire et nette. Faites-vous votre avis. Est-ce que c'est Mais pas parce c'est que compliqué. Pascal Laugier s'est pris la tête avec 3/4 du milieu aussi? Alors, j'ai cru comprendre qu'il avait une espèce de compte Twitter secret avec lequel il venait t'attraper le col si jamais en fait t'aimais pas un de ses films. On t'attend, Pascal. Voilà, des bisous. Je sais pas, parce que c'est quelqu'un en fait qui aime profondément le cinéma d'horreur, qui a de solides références en la matière, qui a fait entre guillemets l'erreur, et il le reconnaît lui-même, d'avoir fait un premier film où il te vomit littéralement toutes ses influences et tout ce qu'il aime. Saint-Ange, même si le film est quand même un petit peu réussi, c'est pas non plus une catastrophe, faut pas exagérer. C'est un film qui fonctionne que par rapport à cette espèce d'accumulation de références. Il a expliqué que Martyr, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas storyboardé, qui n'a eu que très très peu de préparation, et qui n'est pas du tout dans ce truc de la citation. Or, quand tu regardes le making-of, tu t'aperçois qu'il cite Possession de Zulawski, qu'il te cite Hellraiser de manière inconsciente. Il cite aussi pas mal de choses comme ça. Donc, c'est un mec qui est extrêmement cinéphile. C'est aussi un des gars qui était dans l'entourage de Christophe Gans. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Pascal Laugier, c'est quand il a réalisé le making-of du Pacte des loups. Et je trouve que Christophe Gans et Pascal Laugier, c'est deux personnes qui vont très très bien ensemble dans leur rapport en fait au cinéma, dans cette espèce de logorée verbale, de plus pouvoir s'arrêter dès qu'il est question de parler cinéma. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a aussi des liens entre le cinéma de Christophe Gans et celui de Pascal Laugier. Il faut savoir que Pascal Laugier, c'était après qu'il ait réalisé donc le making-of du Pacte des loups, une des personnes qui était prévue pour réaliser Silent Hill avant Christophe Gans. Mais C'est vrai, apparemment, il c'est n'était pas vrai. forcément bien vu de la production, je ne sais pas quoi, donc c'est Gans qui est allé. Et après, il s'est retrouvé à devoir, après donc le succès de Martyr, partir aux États-Unis pour faire une espèce de suite à Hellraiser. Et ce que je trouve amusant, c'est que ni l'un ni l'autre ne se sont faits, mais dans Martyr, on a de manière un petit peu inconsciente, on a un petit peu des amorces de ce qu'auraient pu être des films de Pascal Laugier qui ne se sont pas faits. On a une créature qui ressemble vraiment à une créature issue de Silent Hill. Donc cette femme, en fait, elle a des blessures, des cicatrices de partout qui se contorsionnent comme une créature échappée de Silent Hill. Et on a une écorchée qu'on aurait pu imaginer sortir d'un épisode de Hellraiser, quoi. Donc voilà, même pour ces raisons-là, je trouve le film assez fascinant, même s'il reste profondément bancal et j'ai même pas d'adjectif en fait pour le qualifier correctement. C'est vraiment c'est une anomalie, quoi. C'est une anomalie totale. Regardez-le, faites-vous votre avis, mais je pense que dans 10 ans en fait je serai toujours infoutu de trancher correctement. Fascinant mais bancal, je trouve que ça va très très bien avec le cinéma de Laugier, dans le sens où à chaque fois que je regarde un de ses films, que ce soit Ghostland, que ce soit Martyr et tout, je me dis putain, il y a quand même de l'idée, et il y a une brutalité qui est folle à chaque fois. Mais à côté, plus tu creuses, plus je trouve ça quand même un petit peu moyen. On m'a vendu le film comme une sorte d'œuvre putain de subversive, hyper profonde, truc qui a retourné le cinéma de genre, etc. Et en fait, c'est quand même juste un énième putain de film où une nana se fait torturer pendant 1 heure. Chose qui est quand même très commune au cinéma de Laugier, j'ai l'impression. Parce que Ghostland, c'est ça, même si du coup le méchant du film change. Mais là aussi, on part d'une enfance un peu compliquée et ça finit là-dedans.
je peux comprendre tout ce que tu dis dans le sens où, à l'époque, j'entends totalement le choc que ça a été en termes de brutalité. Rajoute que les maquillages, c'est Benoît Lestanque qui sont derrière. Benoît Lestanque qui est mort 2 mois, je crois, avant la sortie du film. C'était un maquilleur de talent qui a bossé sur plein de films d'horreur, qui a bossé pour Starfix, qui a aussi fait le design pour mes Pictavien sûr du guerriguer du Futuroscope. C'est lui, la légende derrière cette créature horrible. Donc, de tous les maquilleurs français, c'était le daron, quoi. C'était le premier. C'était les Jacques-Olivier Molon, les Olivier Afonso, les David Scherer. En fait, il était avant, quoi. C'était le boss. C'est ça, mais d'un côté, j'y vois surtout un adolescent qui écoute du Linkin Park devant sa fenêtre, si tu veux, et qui a des traumas trop profonds, et du coup, il se dit, je vais les exorciser dans mon film. Et en fait, c'est juste une meuf qui se fait tabasser. Je veux pas aller trop profondément dans ce débat parce qu'il y a quand même plus de subtilité que ça. C'est un film qui parle de la mort, c'est un film qui parle du coup, je pense, des traumatismes d'enfance, etc. Mais dans l'exécution, c'est quand même vachement bancal, quoi. D'autant plus que le message te le capte très vite et ça se complaît à continuer là-dedans, à aller dans une sorte de jusqu'au-boutisme que j'ai trouvé un petit peu crasseux et un petit peu malhonnête en mode le film aurait pu être un moyen-métrage en fait. Et aller aussi loin, aussi longtemps, moi j'ai trouvé ça chiant et vraiment faire du subversif pour faire du subversif, quoi. Je sais que c'est assez fan, je sais que Tomac adore ça, mais je trouve que c'est un truc qui est d'ailleurs très French frayeur, la torture féminine au passage, par une meuf un peu traumatisée là-dedans aussi, tu vois. Haute tension, il y a un peu de ça aussi, en plus d'une lesbophobie un petit peu crado, avec le recul, pour l'avoir revu récemment. Il y a plein de trucs comme ça qui, avec le recul, me choquent et me disent « Waouh, putain, si ça c'est subversif, c'est pas foufou, quoi. » Sachant que il y a des moments dans le film où le côté darkos nihiliste qu'il essaie de mettre en scène avec cette scène de torture qui est gigantesque et qui, moi, du coup, ne marche pas sur moi, il la trouve dans 2-3 moments qui sont loin de ça. C'est par exemple quand c'est la deuxième protagoniste du film trouve une autre victime sous la baraque et la ramène dans le penthouse au-dessus, là, pour la sauver et la nettoyer, etc. Et tu as pendant en fait 10 minutes ce corps qui est maigre, qui est meurtri et qui est en panique totale de ce qui se passe autour d'elle, dans un espace qui est très, très clinique, très hospitalier, c'est tout blanc en fait. Et tu as genre vraiment le corps le plus fragile au possible devant toi qui est dans détresse totale. Et je trouve que là ça fonctionne beaucoup mieux qu'une meuf qui se mange des tartes pendant une demi-heure, quoi. Enfin, et pareil, un autre moment aussi où tu as le flashback de l'évasion de l'héroïne, où on voit comment elle s'est évadée de sa torture d'enfance, où elle aperçoit une autre victime en train de chialer sa mère, lui tendre les bras au loin, et elle s'en va. Ce bref plan sur la victime en pleurs en train de tendre les bras, moi, m'a eu 1000 fois plus que tout le reste du film. Et c'est trop dommage qu'il ait pas été plus là-dedans dans une vraie, je trouve, torture psychologique, parce qu'on parle au final de thèmes psychologiques, la mort, l'après, etc. Et vouloir faire passer ça par du physique, je trouve ça un petit peu nulos. Et je trouve que c'est un peu l'excuse des réalisateurs qui veulent faire un peu du subversif pour faire du subversif. Et ça me saoule un petit peu à force, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vraiment. Mais moi, ça me dérange. Je pense que s'il n'avait pas été, comme tu disais tout à l'heure, je pense que s'il n'avait pas été dans cette espèce de dépression et dans cette urgence de pondre un scénario très vite pour pouvoir le tourner rapido, étant donné qu'il y avait une opportunité, je pense, je m'aventure tout seul là, mais je pense qu'il aurait peut-être affiné certaines choses de son scénario et que là, c'est une espèce de machin qui a été fait avec la rage, avec l'urgence et avec tous les défauts que ça peut comporter, quoi. On l'a dit, en fait, le tournage s'est pas forcément super bien passé. Il y a eu pas mal de trucs en fait qui sont pas déroulés comme ils voulaient à la base. Il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de merde. Et paradoxalement, moi, c'est ça qui me fascine aussi, c'est tous ces côtés imparfaits. C'est le côté justement film d'horreur à l'ancienne, ultra brutal et limite bas du front, alors qu'il se pense subversif et intelligent dans le propos qui nous explique en fait à la fin du film. C'est là-dedans en fait que je trouve le film peut-être pas fascinant mais intéressant parce que c'est une anomalie. Moi j'aime les anomalies, quoi. J'entends totalement et j'essaie pas de tomber. Je finis juste ma phrase, Mylène, et je te passe la parole. J'essaie pas de tomber dans une sorte de il est misogyne, etc. Mais c'est juste qu'en fait, moi j'en ai un peu ras le cul qu'on nous vende ces putains de films subversifs à chaque fois, c'est toujours le même délire, quoi. Alors, quand j'en ai parlé sur Twitter, on m'a dit oui, il y a Hostel aussi, c'est des mecs qui se font torturer. Ouais, putain, si ça c'est le contre-exemple, c'est pas fou. Il y a des meufs qui se font torturer aussi dans Hostel. Ouais, il y a les dans deux. Hostel 2, ouais, c'est ça. Et tu vois, j'entends le rapport
du personnage féminin dans le milieu de l'horreur. Les Final Girls, les Scream Queens, etc. Il y a sans doute un truc avec le fait que c'est un corps qui est vu comme moins musclé que les mecs, donc on se dit c'est plus fragile, on peut faire un truc avec ça, toucher la sensibilité des gens avec ça, etc. J'entends tout là-dessus. Juste, on m'a vendu quand même pendant 15 ans un putain de truc ultra nihiliste, etc. Et j'ai vu une meuf se faire tarter la gueule pendant une demi-heure, quoi. Et moi, ça m'a vraiment pas touché. Et c'est un truc que je retrouve beaucoup trop dans le cinéma extrême. Et ça commence un petit peu à me casser les couilles au fond, quoi. Que ce soit toujours un peu la même soupe. Faire valoir un message pseudo-nihiliste pour en fait juste montrer une torture sur un corps. Putain, le subversisme, quoi. Le subversisme, ça se dit pas, ça n'existe pas ce mot. La subversion. La subversion, merci beaucoup, je suis fatigué. Si c'est ça pour vous, les mecs, casse-couille, quoi. Je sais pas. Mylène, tu peux y aller. Non, du coup, je vais rebondir finalement sur ce que tu as dit. Je pense que pour le coup, la question du genre dans le film, elle est pas si importante que ça, même si je suis la première à râler quand il y a des films où les meufs en prennent plein la gueule pour pas grand-chose. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a une volonté, surtout à la fin, de faire des corps vraiment complètement, je sais pas si on peut dire asexués. Ça se dit pour ça ou pas du tout? Non. Ouais, tu peux. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. d'en faire des corps complètement asexués parce qu'en fait, il y a vraiment plus que des espèces d'amas de chair en fait. Et tu peux plus savoir si c'est. Pour moi en tout cas, c'est vraiment l'histoire de la prison de chair. Et du coup, le fait que ça soit une femme, c'est pas important dans le récit. À un moment donné. Enfin, je suis pas d'accord avec toi parce qu'en plus, c'est précisé. Oui. C'est Il y a une précisé explication. que c'est que Ils chez cherchent les des jeunes femmes. qui le font. Ils cherchent des jeunes femmes. Et C'est ça, ça. en plus, c'est une phrase dont, pour moi, ils auraient pu se passer. Ils auraient pu la jouer. On torture des êtres vivants, des êtres, un truc sur l'innocence, sur ce que tu veux. Mais ils le précisent bien qu'ils ne le font que sur les jeunes femmes. Et Contexte. du coup, à partir de ce moment-là, oui, pardon, c'est que effectivement, il y a Ouais. une sans trop spoiler. Dans la fin du film, on se rend compte qu'en fait, ces deux jeunes femmes, elles ont été torturées parce qu'il y a une sorte de société secrète de riches qui veulent savoir ce qu'il y a après la mort et que quand on torture des martyrs, ils arrivent à atteindre une transcendance particulière dans certains cas. À force de souffrir, ils dépassent cette souffrance et ils arrivent à voir au-delà de la mort. Et ça intéresse donc cette société secrète et ils le disent bien que ça ne se produit que chez les femmes, les jeunes femmes en plus, ils le disent. Et du coup, pourrais être d'accord avec toi, Mylène, sur le côté, effectivement, à la fin, c'est des écorchés et ce n'est plus qu'un être humain, en fait, il perd ses attributs sexuels. Mais étant donné que le film se permet de préciser que ça ne marche que sur les femmes, c'est quand même que le genre est important. Je tiens juste aussi à dire que je ne visais pas entièrement le côté misogyne du film. Je tiens juste à dire que j'en ai ma claque des films subversifs et c'est juste de la torture sur une nana à chaque fois, quoi. C'est tout. Ah, mais je suis pas sûre que le film soit foncièrement misogyne. Mais en tout cas, il peut y avoir un débat étant donné qu'il met en avant le genre de ses protagonistes. C'est ça, je tiens juste à préciser ça pour pas qu'on déforme mes propos, en fait. C'est juste un ras-le-bol sur le genre, plutôt que je pointe pas du doigt le film en mode il est misogyne. Sachant qu'il y a plein de trucs que j'ai apprécié quand même, malgré le fait que j'ai pas trouvé ça si subversif ni si choquant que ça. Je trouve qu'il y a une séquence au début assez folle de Home Invasion, qui est d'une brutalité folle, et qui est pour moi le haut du film, qui est spectaculaire, où une famille du coup se fait massacrer et c'est d'une violence plutôt vraiment hard. Et je trouve que la direction artistique du film est géniale. Il a dit, Logier, qu'il a tourné le film au Canada parce que la lumière est très grise là-bas, c'est toujours gris. Et du coup, tourner sous un ciel gris avec en plus une maison qui est très blanche, ça donne un côté en fait très clinique au film. On se croirait dans un hôpital tout le temps, ce qui justifie un petit peu le propos avec les expériences, etc. Et du coup, le sang ressort extrêmement bien et ça fait un gros contraste. Et j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Techniquement, ça tient la route, surtout pour un film qui a été tourné très vite, on le redit. Et je trouve que malgré des dialogues un peu poussifs, surtout dans la séquence d'introduction avec la famille, où c'est vraiment des dialogues d'exposition très forcés, ça joue plutôt bien. Il y a une prestation physique assez folle de la part des deux protagonistes féminines, qui, je pense, ont tout donné. D'ailleurs, il y en a une qui s'est blessée, je crois, qui s'est cassé un bras à plusieurs reprises. Là-dessus, on peut que saluer la performance, quoi. Donc même si Martyr, pour moi, Martyr n'est pas le classique qu'on nous vend, je suis pas déçu de l'avoir vu.
C'est pas mon film préféré de la French Fryer, ça restera à l'intérieur de Busti Uemori, que je trouve C'est le best. beaucoup mieux. Ouais, avec une Béatrice Dalle qui est terrifiante dedans. C'est Au ma passage, maman. si je peux le conseiller. Ouais, vraiment. C'est le film qui se tient le mieux du lot. Et je comprends totalement que pour certains, par contre, c'est pas un film à voir dans certaines conditions, quoi. C'est un film qui est en effet assez déprimant. Je comprends que certains aient du mal avec. Je comprends qu'il y en a qui n'aient pas tenu, il y en a qui n'ont pas du tout aimé, qui ont été plutôt répulsés par le truc. C'est tout à fait normal et entendable. Mais pour moi, ça l'a vraiment pas fait, quoi. Donc voilà. Avec le recul, il y a un truc qui m'a frappé. C'est justement ce que tu disais, en fait, la scène du petit déjeuner avec la famille parfaite, quoi. Moi, je sais qu'à l'époque, Ouais. ça m'avait fait rigoler parce que c'était une vanne, en fait, qu'on lisait beaucoup dans les forums à l'époque. C'était ah, il a mis en scène la famille Ricoré, quoi. Tu dirais vraiment la famille de la publicité. Ils sont C'est tous, exactement ça. ils sont tous propres sur eux, ils sont blancs, ils ont l'arrêt de côté, ils sont souriants, ils sont énervants, en fait. Et ils se font défoncer à coups de fusil à pompe. Et là, tu dis, ah putain, c'est trop bien. Et avec le recul, je trouve que même si, évidemment, je pense que Logier s'est fait un gros kiff à filmer cette scène de massacre, je trouve que cette scène détonne un petit peu par rapport à tout le reste, parce qu'elle est presque Oui. comique. Moi, je me surprends en fait à rire à chaque fois que je vois la famille se faire défoncer à coups de fusil à pompe, et en particulier Xavier Dolan, bisous. Mais du coup, ce moment un petit peu drôle, parce que vraiment il détonne complètement avec le reste, je trouve qu'il détonne paradoxalement trop. C'était limite ma scène préférée quand je l'ai découvert, donc il y a 15 ans en arrière, et aujourd'hui je trouve que c'est peut-être avec la fin le moment le plus faible du film, parce que même si c'est très efficace et que encore une fois c'est une boucherie, on est sur un ton qui est dépressif du début à la fin. Il y a juste ce moment-là où on est face à une espèce de parodie, quoi, et le moment où on se dit ah putain ça y est enfin ça reprend, c'est le moment où la porte s'ouvre et il y a le premier coup de fusil à pompe en fait qui retentit, mais tout ce qui précède avant, et en plus il y a une espèce de moment très bizarre où on a l'impression qu'il y a une jeune fille qui se fait agresser, et puis ensuite on comprend très rapidement, étant donné qu'elle joue pas très bien, que en fait non pas du tout, c'est juste un frère et une sœur en fait qui jouent, tu vois, donc il y a une espèce de faux suspense sur un truc très nul, et j'ai l'impression que cette espèce de scène qui est très parodique n'a rien à foutre là. Ouais. Alors, Ouais. alors moi j'ai pris beaucoup de notes sur cette scène. Elle est peut-être trop grossière effectivement, parce que je pense que c'est un film qui est encore un peu vert au sens pas mûr. Même si Logier a déjà un certain âge quand il réalise Martyr, moi j'ai l'impression que cette scène, elle est là pour te dire oui, c'est la famille Ricoré, c'est l'espèce de drame familial français. Que vous avez l'habitude de voir avec des clichés de petite famille en apparence parfaite, mais avec un ado difficile, un père effacé, une mère qui paraît trop autoritaire. Et là, en fait, quand elle flingue tout le monde sans discussion en poussant la porte, Lucille, bah perso, moi, j'y vois une petite malice de la part de Logier qui te dit, bah en fait, non, je suis pas là pour faire un énième drame familial français. Voilà, donc je pense que c'est plus un petit pied de nez à ce qui est pour le grand public perçu comme le cinéma d'auteur français, quoi. Ah mais bien sûr, Possible. je doute pas en fait que c'est ça qu'il a voulu faire. C'est ce que je dis juste, c'est que ça détonne complètement. Je suis le premier en fait à rigoler par rapport Oui, à ça, oui, non, je mais trouve que je suis d'accord avec dans toi. c'est ce l'ensemble que... du film, cette scène elle est à part, tu vois. Oui, je suis d'accord. Quand tu dis que tu rigoles, c'est pas quand elle bute toute la famille, c'est avant, on est d'accord. Moi je rigole avant et je rigole un petit peu quand si Xavier Dolan en fait qui s'il te plaît me tire pas dessus, puis elle réfléchit 2 secondes et puis pouf elle lui met un shoot, il passe à travers la porte. Non là, je me marre quand même. Non, mais, moi aussi, j'avoue, j'ai rigolé. En plus, il y a un plan où elle tire au fusil à pompe sur la mer, je crois. Et que vraiment, le corps est projeté. Et désolée, j'ai eu un petit rire, j'avoue. C'est ça, pareil, Xavier Dolan, coup de shotgun, t'as juste la porte qui s'ouvre d'un coup derrière en grand. Je pense que c'est fait pour au moins avoir un sourire, un petit « ouf ». Ouais, voilà quoi. Mais par contre, tu parlais d'ambiance un peu grise, Romain, et c'est vrai que le film, du moins au début, quand il arrive dans la maison, fait penser à Mort un dimanche de pluie. Ça me fait beaucoup penser à ça. Oui. Ouais. Gros chef-d'œuvre. Ouais, il est trop bien ce film. Merci en tout cas pour vos avis. Amélie, qu'est-ce que tu en as pensé toi du film ? C'est une déception. C'est une amère déception, Martyr.
Martyr, moi, je l'ai regardé pour le podcast, alors que c'est moi qui l'ai proposé, je crois. En plus. Oui, oui, en plus. Je l'ai proposé parce que Martyr, tout le monde t'en parle. Genre, j'ai eu une semaine particulièrement intense au travail et j'ai dit à mes collègues, et en plus, ce soir, il faut que je regarde Martyr. Et tout le monde te regarde avec un air genre, ah non, Martyr, désolé. Même moi qui aime les films d'horreur, Martyr, c'est dur quand même et tout. Il y avait cette histoire de censure, machin. Et là, tu vois, cette aura, effectivement, comme on disait, comme Cannibal Holocaust, comme certains trucs comme ça. Du coup, je me suis blindée, je me suis dit, vas-y, moi, j'imaginais un Murder Set Pieces, mais premier degré, tu vois. Un vrai truc de torture porn hyper hard, sachant qu'en plus, l'imagerie promotionnelle, il y a cette chaise comme ça, un peu à la Seven, tu vois ces deux meufs sur l'affiche qui ont l'air d'en avoir chié et tout. J'imaginais un truc un peu comme ça. Et en fait, ce n'est pas ce qu'est le film. Effectivement, le film est violent. Effectivement, le film est sanglant, mais il n'est pas vraiment gore. Il n'est pas vraiment... moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Peut-être que c'est de regarder, d'aller à cinéma interdit qui m'a grillé le cerveau, j'en sais rien. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus, de plus dérangeant dans ce qu'il proposait, aussi bien visuellement que thématiquement. Donc je m'étais blindée pour m'attendre à quelque chose de vraiment, vraiment insoutenable. Et ce n'est pas ce qu'est le film. Si vous avez peur de quelque chose de vraiment insoutenable, ce n'est pas le cas, même si le film montre effectivement de la violence envers les femmes. Mais du coup, effectivement, aussi bien visuellement que thématiquement, je veux dire, moralement, même si le film se veut subversif et nihiliste et tout ça, je suis un peu d'accord avec Romain, en fait. Je trouve qu'on sort pas non plus trop des sentiers battus. On a quand même une imagerie religieuse sur le martyr qui est extrêmement classique. Sur les femmes innocentes qui, manipulées par une société secrète de très méchants riches qui veulent être plus humains que les autres humains et qui sont prêts à exploiter les femmes. Ils ont un laboratoire secret de torture où ils tabassent des gens. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça assez... C'est Resident Evil, le truc. assez pouf-pouf, quoi. Ça m'a pas... Je me suis pas dit, waouh, le film m'a retourné le cerveau. Et en regardant les bonus, il y a un moment, effectivement, comme le disait Mathieu, Laugier évoque Clive Barker et son rapport au monstre. Et là, je me suis dit, mais c'est ça m'a fait une sorte d'épiphanie. Je trouve que Martyr a beaucoup de points communs avec Hellraiser. Et avant que vous mettiez un commentaire pas gentil, je m'explique. Les deux films ont pour thématique la transcendance de la souffrance, c'est-à-dire passer par la souffrance pour atteindre un état supérieur de l'humanité. Sauf que chez Clive Barker, c'est intéressant parce que c'est des intellectuels, des artistes, des personnes d'autorité, des personnes qui sont marginales, subversives, qui souhaitent atteindre un état supérieur, qui souhaitent atteindre le pouvoir, qui souhaitent atteindre la connaissance, qui souhaitent accéder à quelque chose d'au-delà de l'humanité, alors que dans Martyr, en fait, c'est juste une brebis, on va dire, presque innocente, quoique là, pour le coup, la protagoniste n'est pas vraiment innocente puisqu'elle aide son amie à se venger. En tout cas, c'est une jeune femme qui est prise comme ça et qui doit subir cette souffrance qu'elle n'a pas recherchée. Et il y a également dans l'imagerie, il y a des choses effectivement qui sont très proches d'Hellraiser. La suppliciée, Mathieu le disait tout à l'heure, la suppliciée comme ça, avec ce corps couvert de cicatrices extrêmement minces, extrêmement meurtries, il lui manque toutes les dents. Elle a un genre de casque en métal cloué dans son crâne qui lui cache les yeux. Elle a aussi une culotte, un peu culotte de chasteté en métal qui la serre comme ça. Et on dirait presque une cénobite, en fait, ce personnage. Il a quelque chose des cénobites qui sont passés par tous les états de la souffrance et qui portent sur eux les stigmates de leur initiation. Et elle porte sur elle les stigmates de la souffrance, les stigmates qui, en plus, on le rappelle, c'est un thème, en fait, c'est un mot religieux. Et à la fin, quand on voit Anna entièrement écorchée, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Julia dans Hellraiser 2,
qui elle aussi sort des enfers comme ça, entièrement écorchée, sublime. Le maquillage est sublime, il est bien mieux dans Hellraiser, même s'il est très beau dans Martyr. Dans Hellraiser, il a quand même une autre dimension quand elle fume sa clope là comme ça en n'ayant plus de peau, elle est absolument magnifique. Du coup, je ne peux pas, même si Laugier se défend de n'avoir aucune référence, en tout cas de ne pas avoir voulu mettre de référence cinématographique évidente dans son film, cette écorchée-là, moi, direct, je pense à Hellraiser. En plus, elle finit crucifiée en martyr. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose autour des mêmes thématiques, même si je trouve Hellraiser beaucoup plus subversif dans son traitement de la souffrance et dans son traitement de la recherche du pouvoir et de la transcendance et de comment on gère la souffrance en tant qu'humain pour l'art, pour soi-même, Voilà, je trouve que les thématiques de Hellraiser sont beaucoup plus intéressantes. Là, même si Laugier essaye de faire quelque chose de nihiliste, on a quand même une imagerie très christique, très, en tout cas, chrétienne, sur effectivement la souffrance des femmes, sur le martyr et même le martyr du Christ qui prend un petit peu, qui accède comme ça à une sainteté, à un état supérieur de l'humain. C'est exactement ce que sont les martyrs catholiques, les saintes qui ont été torturées ou jetées au lion et tout ça, et c'est ainsi qu'elles deviennent des saintes, en fait, c'est parce qu'elles sont passées par la souffrance. Donc, en fait, je trouve que le film n'est pas si subversif que ça dans ses thématiques, même si, effectivement, il fait un peu... Il y a 2 parties dans le film, et en fait, c'est presque un rape and revenge inversé en un sens. C'est-à-dire qu'on a d'abord la vengeance et après le crime, même si c'est pas exactement le même personnage, mais comme c'est un duo et qu'elles sont très proches, il y a une continuité entre ces 2 femmes, même physiquement, elles ont quelque chose de très similaire. C'est comme si elles étaient 2 têtes d'une même entité. Et du coup, il met la vengeance avant la souffrance. Moi, je trouve que ça enlève un petit peu de puissance à la première partie. Je trouve que voilà, dans ces thématiques, le film est un peu pas banal, mais voilà, ça m'a pas fait me relever la nuit. Mais il y a des choses que j'aime beaucoup dans le film. Je trouve par exemple que les maquillages sont très beaux, que cette créature qui poursuit Lucie, qui est jouée par une contorsionniste, est absolument merveilleuse. Elle est terrifiante. Oui. Elle bouge de manière vraiment très perturbante. Surtout qu'au début, on la voit pas trop, ce qui fait qu'on imagine qu'il y a peut-être un passage un peu fantastique dans le film, ce qui n'est pas le cas. C'est juste sans trop en dire, mais c'est une sorte de projection du trauma. Mais moi, au début du film, j'étais emballée par cette boucherie au fusil à pompe et par ce personnage un peu mystérieux qui hante Lucie. Et puis à partir du moment où ça descend dans la cave secrète du docteur No, où ils ont même pris le temps de faire de la décoration. Ils ont du budget, ils ont pris le temps de décorer leur bunker secret quand même, parce que c'est cosy là-dedans. Ouais, c'est pas mal. Voilà, là je me suis dit ouais, et puis là j'ai lâché un peu l'affaire, quoi. J'ai lâché un peu l'affaire et j'ai été un peu déçue parce que le film me proposait. Mais voilà. C'est honnête. Sur les refs inconscientes, moi j'ai le film m'a beaucoup, pas beaucoup, un peu plutôt, fait penser à Schizophrénia. Sur la première partie, dans la maison, en fait, un étranger qui investit les lieux et qui devient un peu maître des habitants qui résident dans la maison, quoi. Voilà. Et pareil, c'est aussi une grande maison bourgeoise, un peu vide aussi dans Martyr, alors que dans Schizophrénia, ils viennent d'emménager, donc c'est tout vide. Enfin bref, je pense qu'il y a en effet une part de films vus qu'il retranscrit, sûrement inconsciemment. Surtout que tu peux pas me faire croire que la scène de transcendance, il a jamais pensé à 2001 l'Odyssée de l'espace. Tu vois, genre, je pense que quand il a dit à ses équipes, oui, donc là, la meuf, elle est en pleine transcendance, c'est sûr à 100% qu'il a cité ce film-là. Et je trouve que ça se voit visuellement, quoi. Ouais, aussi. Que c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, ce moment-là. Ça se rapproche aussi beaucoup des expériences de mort imminente. Oui. Quand le cerveau lâche beaucoup de DMT, une substance qui est sécrétée par le cerveau quand tu t'approches de la mort. Et ça ressemble beaucoup à un bad trip, à un trip tout court à la DMT, en fait. Je pense que c'est aussi l'inspiration de 2001.
Voilà. Ça ressemble aussi beaucoup à ce que fait un autre réalisateur français en matière de cinéma de genre un peu vénère, c'est Gaspard Noé, et notamment avec Enter the Void, où il y a aussi des séquences similaires où tu as des espèces de formes comme ça lumineuses qui apparaissent à l'écran pendant un petit moment, pendant que justement la personne fait un bad trip, quoi. Et alors j'ai plus en tête à quel moment Enter the Void est sorti, je sais plus si c'est avant ou après, mais dans tous les cas, voilà, c'est dans les années 2000, et je pense qu'il y aura un petit parallèle à faire entre les deux par rapport à ça, ouais. D'ailleurs, Richard Grandpierre, qui a produit Martyr, a aussi produit Gaspard Noé avec Irréversible. Lily, tu as commencé à parler, de toute façon on allait passer à ton avis sur le film, à ta critique. Déjà, je voudrais revenir sur une offense que tu as commise sur Letterboxd. Ta review du film, j'aimerais revenir dessus. L'effet d'un kebab sur l'organisme de Romain. Mais bizarrement, j'aime ça. Peux-tu développer, s'il te plaît? Parce que ça m'a un peu donné la nausée, quoi. Comme toi, quand tu manges un kebab, quoi. Il n'y avait rien d'offensant. Hein. Voilà. J'ai découvert ça un beau matin, je fais, bah yes, super. C'est pour le lore, mec. Voilà. Le lore du kebab, oui, qu'on révélera que sur Patreon un jour. J'ai des petits easter eggs comme ça, de temps en temps, sur Letterboxd. Vous pouvez les guetter. Qu'est-ce que tu penses du film, du coup? Tu l'avais déjà vu à l'époque? Oh oui. Déjà? Oh oui. D'ailleurs, je pense que je vais avoir l'air très très con par rapport à vous aujourd'hui, parce que moi, c'est clairement mon film d'ado qui vient de commencer la philo. J'ai cru que tu allais me dire Doudou, j'allais te dire Je regarde tous les matins avec un chocolat chaud, j'adore. Mon film Doudou, c'est Nécromantique. Oui. Et les Feebles aussi. Non, vraiment, c'est un film que j'ai découvert au moment où je commençais la philo. Donc, je pense que ça m'a travaillé. Et puis, à l'époque, moi, j'écoutais pas Linkin Park en regardant tomber la pluie. J'écoutais Damien 16 en regardant tomber la pluie. Donc, voilà. J'étais pile la cible de Martyr, je crois. Voilà. Et je crois que je suis une ado attardée, en fait, parce que ça m'arrive encore de pleurer le soir en regardant le plancher, en écoutant Mylène Farmer. Du coup, Martyr a à nouveau fonctionné sur moi. Et comme quand j'avais 16-17 ans, je me suis remis à faire une disserte de philo sur le film. Et pourtant, je n'étais pas convaincue parce que je me souvenais qu'il m'avait fait un grand effet à l'époque. Mais j'avais finalement assez peu de souvenirs du film en lui-même. De ce fait, je me suis repris une petite baffe quand même, personnellement. Clairement, j'étais pas bien. Comme Romain quand il mange un kebab, du coup ça m'a soulevé l'estomac. Mais vraiment ça m'a soulevé l'estomac. Et merci de le repréciser. Vraiment, je me suis souvenu que c'était pour ça que je m'étais plus risquée à loger par la suite, une espèce de PTSD. Et pourtant, bien que le film est particulièrement violent et sanglant, en tant qu'amatrice de films d'horreur, aujourd'hui j'ai vu des trucs pires. Voilà. Mais du coup, à ce revisionnage-là, je me suis aperçue que ce qui me met particulièrement mal, c'est en partie, bien sûr, la violence très frontale. Je suis pas insensible non plus. Mais aussi et surtout la mise en forme. Le film est très rythmé, avec des plans assez courts qui t'empêchent de respirer. Il y a des espaces très claustro aussi, où même quand on est dans cette très grande maison... qui, comme je disais, est assez peu meublé, on va te nicher la caméra dans un angle pour n'axer que sur un seul élément, comme la baignoire dans la salle de bain notamment, ou la douche. Et ça enferme l'action dans un espace finalement plutôt réduit. Puis, t'as ce truc que quand tu as un moment d'accalmie, il finit toujours par être interrompu brusquement par un accès de violence qui, moi, me tabasse en tant que spectatrice. Donc, le film a réussi encore à me surprendre. C'est la journée des fautes de français. Il a réussi à me rehapper, à me resurprendre aussi dans son développement. Parce que moi, je me souvenais plus trop de la troisième partie où Anna est torturée. Je me souvenais plus que c'était aussi long, qu'on s'attardait autant sur son supplice, ce qui est logique, puisqu'on nous signifie la longue durée de son calvaire. Je sais que c'est pas subtil, mais sur moi, ça marche. Mais cela dit, moi, je trouve que même si on nous montre une violence pénible, cruelle, froide et clinique, le rythme ralentit à ce moment-là. Ce qui rend le martyr, à mon sens, beaucoup plus insoutenable.
Et perso, je trouve que c'est ce qui fait il a quand même un truc, Martyr. Dans la mesure où il parvient à marier une violence très compulsive dans sa première partie avec une seconde forme de violence plus rationalisée, qui a un sens. Mais c'est là aussi que j'ai un petit bémol. Je sais pas si c'est resté caractéristique du style de Liogier par la suite, parce que je me suis arrêtée à Martyr, mais je trouve que l'excès de fondu enchaîné et de fondu au noir, ça a un peu mal vieilli. Et je comprends que ça vient exprimer la redondance, mais ça m'a un peu sorti du film, parce que justement, je commentais dans ma tête, et vas-y, fondu au noir. Ceci dit, pour moi, ça n'enlève rien aux qualités esthétiques du film. La réal est assez folle, je trouve. Et je trouve quand même que le montage mériterait encore un peu de rodage. Mais je trouve ça très honorable. Puis, comme vous l'avez dit, moi, je trouve les décors, les effets visuels et les maquillages super réussis. Et surtout, on sent que Laugier a une patte et qu'il la pose. Et c'est là que je suis partie dans une disserte de philo niveau première L, quoi. Option musique LV3 russe. Voilà. Je trouve que le propos ésotérique sur ce qu'il y a après la mort, finalement, je trouve, pour moi, ado à l'époque qui n'a pas vu Hellraiser, ce genre de choses, je trouve finalement traité de manière assez originale, surtout dans un film d'horreur francophone. Je trouve ça même assez intelligent d'essayer de se détacher de la religion, ce que le film ne parvient pas à faire, parce que Laugier est un petit peu victime de sa propre culture, donc il a forcément des références chrétiennes. Mais je trouve que cet essai, c'est assez intéressant, parce que finalement, au-delà de la religion, c'est une question assez universelle, et même l'une des plus grandes préoccupations de l'humanité. Même si le film, il souligne que cette question inquiète surtout des personnes âgées, prêtes à tout pour savoir parce qu'elles sont proches de l'échéance, quitte à sacrifier la jeunesse. Et on nous montre l'absurdité du sacrifice et la cruauté du sacrifice surtout, alors que finalement, comme disait ce bon vieux Friedrich Nietzsche. Oh non. Moi je l'appelle Fred, mais Fredo. Vivre, c'est souffrir. Survivre. Oh non. Survivre, c'est trouver du sens à cette souffrance. Voilà. Donc, c'est vraiment la phrase du prof de philo qui m'est revenue en revoyant le film. Parce qu'à mon sens, le film, il essaye très maladroitement, par plein de poncifs très éculés, de dire que dans l'absolu, on est tous des martyrs. Voilà, parce que la vie est faite de souffrance en soi, et en fait, ces personnes riches qui attendent le témoignage d'Anna dans un certain confort, eux, ils ne vivent pas la souffrance, donc leur attente n'a pas de sens. Voilà. Et en fait, oui, c'est un peu bêta. C'est pas très subtil là-dessus. En le revoyant, du coup, maintenant que j'ai vu Hellraiser, d'autres choses qui traitent de ces thématiques, je me suis dit, comme Amélie, je me suis dit, Hellraiser, il est quand même vachement mieux écrit. Étonnamment, hein, parce que Hellraiser, c'est une petite série B pas chère, même si ça reste un film d'auteur, attention. Donc, étonnamment, Hellraiser est beaucoup mieux écrit, beaucoup plus subtil. Mais bon, ça n'empêche pas l'ado en moi qui de temps en temps se laisse aller écouter Crépuscule de Damien XVI en regardant dans le vide. Voilà, de trouver le ride quand même assez agréable et un peu phénoménal. Voilà. Ça allait jusqu'à Damien XVI. Vraiment. Non mais elle J'ai a fait le craqué. mur pour aller voir Damien XVI. Hein. Elle a failli se péter une jambe pour le voir en concert. Chut, ma mère. Ah merde. Pardon, tu couperas. Mais il y a un truc, en écoutant Lily, je me suis dit qu'en fait, je me suis fait la réflexion que le film est peut-être pas si nihiliste que ça, parce que la vieille riche, une fois qu'elle apprend ce qu'il y a après la mort, ce qu'elle fait immédiatement, c'est se suicider. Donc, ça laisse entendre que ce qu'il y a après la mort, ça a l'air vachement cool. Donc, il y a une porte de sortie, il y a un espoir en tout cas. Après, elle peut Même si c'est la mort, il y a quand même un espoir, il y a un truc... Moi, peut-être perso, qu'elle tu lui a me fais menti, souffrir on n'en comme sait rien. ça, je te dis vas-y, c'est trop cool, fonce alors que c'est de la merde. Hein.
Bah, pas si c'est moi, vraiment trop cool, du coup. Je sais pas trop, parce que j'ai la même interprétation qu'Amélie, mais je me dis aussi que ce suicide, ça peut aussi être un aveu d'échec, dans le sens où comme elle a pas souffert, elle est pas martyre, donc elle n'a pas le droit à un au-delà au sens où elle l'espérait. Puis j'ai aussi une autre théorie, c'est qu'elle dit douter à son sbire au moment, juste avant de se suicider. Du coup, je crois qu'il y a un truc aussi que quoi qu'il en soit, ça veut nous dire que qu'en connaissant la réponse de ce qu'il y a après la mort, bah finalement, la vie n'a plus beaucoup de sens. Tu vois, c'est finalement, voilà, je trouve très niais et peu subtil, quel que soit le sens dans lequel tu prends ce final, quoi. Moi, je l'interprétais différemment. Je me disais que si elle en venait à se suicider, c'est que quand Anna lui explique, je crois pendant quasiment 2 heures, ce qu'il est censé y avoir en fait après la mort, si elle en arrive à se suicider, c'est pour moi que Anna lui a expliqué que elle n'allait pas forcément être très très bien reçue étant donné toute la souffrance qu'elle a causée à elle et à toutes les victimes précédentes, et que pour espérer pouvoir sauver son âme, il fallait de toute façon dégager dans la minute, quoi. Donc pour moi c'est même pas forcément une espèce de happy end, quoi. Et pour moi c'est juste la mémé là en fait qui prend conscience de ses actes, qui prend conscience que à vouloir obtenir une réponse en fait elle a fait des choses absolument épouvantables, et que au moment où elle dit douter, je crois douter Étienne ou un truc comme ça, c'est pour moi c'est écoute, reste dans ta merde. Moi j'essaie de, enfin je vais me suicider, je vais essayer de sauver mon âme pendant qu'il est encore temps, quoi. Oui, mais pareil, c'est un petit peu. Dans tous les cas, c'est level évanescence. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Je tiens à le souligner. Bring me to life. Ouais, mais tu regardes ça, t'es ado, t'as une petite aujourd'hui, vingtaine et tout, franchement, tu trouves ça cool, quoi. Bah voilà, c'est ça. Non, mais, c'est ça. mais oui, non, mais beaucoup de gens dans la vie des auditeurs nous disaient que le film c'était un choc de leur adolescence. Ce qui revient souvent, c'est un film qui a beaucoup buzzé à l'époque, qui a tourné, je pense, dans les écoles de lycée, les cours de lycée. C'est horrible ce soir, non, j'arrive pas. Mais voilà, je pense que ça joue beaucoup. Dario, toi, c'était la découverte du film ce soir. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi aussi, c'était la découverte. Bah, c'était pas ce soir, mais j'ai quand même je l'ai regardé il y a quelques jours pour. Je me suis dit que ça allait être un gros morceau, et finalement, j'ai pas l'impression d'avoir tant de trucs à dire sur le film, surtout après, surtout passé après vous tous. Même s'il reste encore Mylène, on t'oublie pas, Mylène. Le film, en réalité, je suis allé le voir en sachant pas énormément sur le film. Je trouvais que c'était la meilleure des manières. Et d'ailleurs, on en avait parlé à l'épisode de la semaine dernière, où je disais que je sais même pas vraiment de quoi ça parle. Donc, j'y suis vraiment allé à poil. Et moi, je dois avouer que je trouve que le film fonctionne. Par contre, comme vous, j'y vois pas du tout un film subversif. Et en fait, je pense faire une synthèse de ce que vous avez dit tous, puisqu'en fait, c'est un film qui n'est pas subversif et un film qui se croit un peu intelligent, je trouve. Tu vois, Lily, tu parlais de cette fameuse cette époque philo du lycée. Pour moi, voilà, c'est un truc, on se dit, ok, je vais faire un truc hyper subversif, un peu violent, mais qui veut dire des trucs. Sauf que t'as 17 ans et tu fumes des roulés et t'es en Sarwell, quoi. Je trouve que, effectivement, comme tu l'as dit, Lily, c'est pas finaux. De toute façon, peu importe comment t'interprètes la fin, ça va pas chercher bien loin. Le côté subversif du film, en gros, en fait, le film est pas subversif. Le film est brutal, par contre. Ça, je pense qu'on peut lui accorder. Oui, ça va. Mais un film brutal, ça ne rend pas un film subversif. Je veux dire, on n'est pas dans les années 60, quoi. Le film sort en 2008. Je pense que, voilà, l'intérêt d'un film subversif, c'est pas ça. Et d'ailleurs, Mathieu, tu faisais référence au début de l'épisode à cette interview croisée là, entre tout le monde, entre les gars de la censure et les gars qui ont défendu le film, machin. Et tu sens bien que ces gars-là, voilà, ils aiment bien un peu la branlette intellectuelle, et ils disent oui parce que en fait Godard il disait que faire un film d'horreur vraiment horrifique, ça serait de filmer les gens qui travaillent dans les camps de concentration, et là c'est ce qu'il nous montre en fait, Laugier, machin, en faisant référence au bourreau de Anna qui lui met des tartes pendant 30 minutes à la fin du film là. Parce qu'on le voit vite fait se laver les mains, on voit qu'il y a une alliance, et puis voilà, et je trouve pas... Ça aurait vraiment été bien plus subversif de faire justement un film sur ce gars-là que de voir en fait
ce mec-là tabassait ce qui était avant ça l'héroïne du film en fait. Enfin, à partir d'un certain point, bien sûr. Je trouve que le film est bêtos, pour être honnête, je le trouve un peu bête, mais je peux que m'incliner dans le sens où tout fonctionne quand même malgré tout, en fait. Le côté, c'est-à-dire que les problèmes de rythme qu'on peut trouver au film, je trouve qu'elles ont du sens, que ce soit le fait qu'au début ça va très vite, le premier acte où en fait on suit les enfants, quand elles sortent en fait, quand Lucie s'évade et après on les suit un petit peu, Luciana quand elles sont petites, etc. Ça va extrêmement vite et on termine sur un espèce de jumpscare, trademark, avec un espèce de monstre un peu fantastique. On se dit ok, ça va partir dans un délire un peu fantastique alors qu'évidemment pas du tout. Donc ça va très vite. Et ensuite, on arrive sur cette fameuse scène familiale où elle bute tout le monde et ça devient une espèce de violence beaucoup plus sociale et ça revient après sur une violence un peu fantastique, même si on comprend très vite en réalité la nature de cette menace en fait. Je trouve que voilà, le film, on arrive à l'anticiper à chaque fois et c'est pour ça que je trouve que le film est un peu bête, mais qui fonctionne malgré tout parce que à partir du moment où Anna elle se fait attraper là une fois que la meuf décharnée a été butée par ce qui est à peu près plus ou moins des genres de nazis finalement, parce que ça m'a quand même, enfin je pense que c'est fait pour, mais ça fait un peu penser aux expériences des nazis, surtout avec ces photos qui sont exposées dans le couloir là. Donc comme quoi le nazi revient à la mode. Allez voter. Et du coup, je sais pas, ce moment-là où Anna elle se fait choper et elle se fait menotter à la table et Mademoiselle, du coup la grande méchante du film, lui explique un peu cette histoire de martyrs, voilà là, les martyrs, voilà, la branlette intellectuelle à fond. En fait, moi j'étais déjà en train de prévoir ce qui allait se passer. Je me dis ok, donc là le film ça va être juste elle qui va se faire péter la gueule pendant 30 minutes. Et puis bah vraiment c'est ce qui se passe. Donc en soi, voilà, le film est ni subversif ni surprenant. Par contre, je trouve qu'il est assez intelligent c'était plutôt intelligent de ralentir le rythme à ce moment-là, puisque justement, je pense que là, Laugier, il essaie de créer une espèce de routine. Et du coup, c'est pour ça que pour accéder à la cave, là où il y a Anna, bah, c'est une énorme échelle en métal qui tombe d'un seul coup, qui fait une espèce de bruit, et en fait, elle revient quasiment à chaque fois. Donc c'est vraiment juste pour essayer d'installer une terreur, en fait, et on se dit, ok, non, putain, pas l'échelle, parce qu'on va avoir en fait, ce supplice pour le personnage principal. Donc encore une fois, c'est pas très très intéressant, enfin c'est pas très intelligent en tout cas. C'est la même chose que quand ton chat il pisse par terre, bah, tu l'engueules un peu fort pour pas qu'il le refasse, quoi. C'est juste tu fais du bruit fort pour appréhender justement le fait qu'il le refasse finalement. Mais encore une fois ça fonctionne, même si les 30 minutes où il y a un gars qui met des droites à une meuf, bon j'avoue que c'est pas mon kiff, mais ça fonctionne malgré tout, puisqu'il y a cette répétition qui se met en place, il y a ce truc de routine morbide. Donc en fait, on finit par s'habituer. Et au bout d'un moment où on s'habitue à cette violence qui est en soi juste, entre guillemets, des coups. Donc en fait, c'est même pas très impressionnant en termes d'effets de films d'horreur ou quoi. C'est juste des droites et du maquillage pour faire des bleus ou les yeux gonflés, si tu veux, mais le film n'a pas grand chose à offrir jusqu'à justement ce moment où ils écorchent Anna. Et évidemment, moi aussi, ça m'a fait penser à Hellraiser. Et là où j'apporterai de la nuance à ce que tu as dit, Amélie, tu as dit que les effets dans Hellraiser 2 étaient bien plus réussis. Je pense que thématiquement, c'est extrêmement différent et que du coup, la démarche en fait du maquillage n'est pas la même. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment la même gueule et que ça en fonction de qui tu es, ça te touche plus ou moins. Parce que moi je la regarde avec ma copine, par exemple, qui n'a jamais vu Hellraiser. Et elle a trouvé que c'était un peu hardcore, justement, de voir cette personne totalement écorchée. Et je suis d'accord, je trouve qu'il y a moins ce côté peut-être... Tu vois la combi, quand même. Ça fait combi, non, mais je suis désolée, ça manque un peu de chair, tu vois. On dirait le titan colossal dans Attaque des Titans, pour ceux qui ne voient pas. Pour ceux qui ont lu le manga ou qui ont vu l'anime Attaque des Titans, c'est vraiment ça. Il n'y a pas un pet de tendon ou de sang, de liquide,
ou le truc qui donne un aspect un peu vivant, organique au truc. C'est vrai que ça fait vraiment très combi, comme tu l'as dit. Tu viens de mettre le doigt dessus. Ouais, mais avec la DA en fait de cet endroit un peu chirurgical, je trouve que ça a du sens de pas faire un truc vraiment hyper grandiloquent, que justement le rouge des fibres musculaires il soit un petit peu plus vers l'orange en fait que vers le rouge un peu sang, quoi. Donc je trouve que ça a du sens, et en fait c'est que ça va pas chercher la même chose chez moi, l'écorché dans Hellraiser 2 que l'écorché dans Martyr. Je trouve que c'est assez intéressant justement de se poser la question, de se dire que ok, comment on peut prendre le même truc de départ, en fait, le fait d'avoir une meuf qui n'a plus de peau, et d'en faire deux choses qui sont plutôt opposées, alors qu'en soi c'est la même chose. Et du coup je trouve que c'est plutôt intéressant. Et moi j'avoue que je n'ai pas trouvé que ça faisait tant toc que ça. Voilà. C'est quand même crado, faut être honnête. Oui, et la séquence où on sous-entend que la peau est en train de se faire retirer aussi est bien crado. Ah ouais. Tu vois pas, mais l'expression faciale... C'est juste du son et ouais, l'expression... et tu comprends ce qui se passe, et c'est dur, c'est très dur. Bah moi j'ai pas compris tout de suite qu'il est en train de lui enlever la peau, du coup. Bah tu sais pas, mais c'est ça qui est horrible, c'est que tu dis il est en train de lui retirer une vertèbre, il est en train de couper, on sait pas... Tu vois juste la meuf en souffrance, et ça je trouve que c'est vachement efficace. C'est quand le film montre pas qu'il est efficace, je trouve, perso. Après le film c'est quoi, c'est 2-3 millions de budget, un truc comme ça. Et je crois que c'est entre 2 et 3 millions. Donc quand même pour un film français à 2 millions de budget, ça reste quand même très honnête de mettre un personnage écorché vive pendant au moins 5 minutes à l'écran. Je trouve que ça reste quand même plutôt impressionnant. Mais voilà, j'aurais pas grand chose de plus à dire, parce qu'en plus il faut laisser du temps pour Mylène ensuite, mais je trouve que le film fonctionne, il est brutal, il est pas subversif, il est un peu bête, mais ça marche, quoi. C'est juste que... C'est Pascal qui va être content quand il va t'écouter. Mais non, mais en plus je connais pas Pascal, mais je me dis que même lui... Mais lui te connaît maintenant. Non, je veux dire, Pascal le grand frère, il va venir chez toi. Son film, il l'a fait il y a 15 ans, je pense que même lui, il est peut-être un peu plus détaché de ce truc-là, il se rend compte un peu des limitations de l'écriture du film. Surtout que, comme tu l'as dit Mathieu, ça a été fait un peu à la va-vite, entre guillemets, enfin ça a été fait c'était un tournage un peu pressé, etc. Donc ça reste quand même... écrit en pleine dépression. Et quand t'es en dépression, t'écris pas comme quand t'es pas en dépression. Donc ça reste quand même un tour de force, entre guillemets, quoi. 2 millions de budget pour faire un film comme ça, je trouve que c'est plutôt honnête, en vrai. Surtout que, je me suis renseigné rapidement, la maison, c'est pas un décor réel, ils ont dû faire construire un décor, quoi. Donc déjà, tu peux penser qu'il y a pas mal de ces 2 millions qui partent dans les décors et dans les effets de l'écorché. Donc ça reste quand même un petit tour de force, ce film-là. Mais moi c'est pour ça que je le défends, en fait, c'est que y a tout qui te hurle que le film en fait va se péter la gueule et va se vautrer, de par la thématique, de par le tournage qui se passe mal, de par la censure, enfin tout ce qu'il y a pu y avoir avant, pendant et après en fait le film. Et pourtant on est encore là en fait à en parler 15 ans plus tard. Oui, le film il a des défauts, oui il est pas parfait, on n'arrivera toujours pas à trancher, savoir si c'est une espèce de fantastique anomalie dans le cinéma de genre français fait avec la rage au ventre et tout, ou à l'inverse si c'est une espèce de navet prétentieux boursouflé écrit avec les pieds, mais au final c'est pas grave, le film est là, le film est connu à l'international, ça a permis à Logé de faire d'autres films derrière, il mérite d'être là, quoi. Et puis pour parler un peu de cette histoire de censure, parce qu'on en a pas mal parlé au début, mais j'avoue je ne vais pas trop comprendre ce délire non plus de... Est-ce que vraiment le film était si... Enfin, est-ce qu'il vraiment fallait l'interdire au moins de 18 ans? Même en 2008, je suis vraiment pas sûr. Donc... C'était une époque différente. La vague torture porn commençait à peine à déferler. Et je pense qu'il a fallu s'adapter un petit peu. Souvenez-vous de Saw 3, qui est vraiment pas si crade que ça. Avec le recul. Il est crado, hein, il y a que 2-3 trucs un peu gore, mais c'est loin d'être Cannibal Holocaust ou... Et c'est ça, c'est Cannibal Holocaust est bien plus dérangeant, je trouve. Ouais, déjà, et je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, je crois, mais moi, le seul et unique film devant lequel je me suis évanoui de ma vie, c'est Saw 3, tu vois. Alors, Saw 3, tu vois, ça fait rigoler certaines personnes, mais moi, je sais pas pourquoi il m'a fracassé. T'as du mal avec la violence chirurgicale aussi. T'aimes pas le sang. C'est pour ça. Ouais.
Il faut savoir que le comité de classification, il est un peu aléatoire des fois. Je me souviens que, du coup, il y a eu ça, et ça a très vite évolué. Souvenez-vous, du coup, en 2012, le Piranha 3D, c'était moins de 12 ans. Piranha 3D, quand même, qui va beaucoup plus loin dans le gore et la nudité. Le dernier exorcisme, qui n'a pas une insulte et pas une goutte de sang, c'est moins de 16 ans. Tu vois ? Ils ont une sorte de boussole un peu aléatoire, et des fois, ils se fixent sur des trucs un peu bizarres, un petit peu bizarres, quoi. La dernière tentation du Christ, c'était moins de 12 aussi, alors que c'est une boucherie. Ouais. Oui. Mais c'est ça, tu vois. après, Piranha 3D, c'est une comédie. Il y a un côté comique. Ouais, donc... Ouais, mais c'est quand même... Non, mais ça rend pas le film plus accessible aux mineurs. Mais par contre, il y a un truc de la comédie horrifique est jamais trop prise au sérieux. Tu vois, donc du coup, on passe... Et pour en revenir à Martyr, surtout que dans cette fameuse interview croisée, là, les gars de la censure, ils se défendent en disant que oui, mais parce qu'en fait, la philosophie, on commence la philo quand on a 18 ans, et c'est un film philosophique, machin, comme si c'était un truc hyper profond, hyper bien écrit. Donc, à mon avis, cette fameuse censure, c'est pas juste pour la violence ou la brutalité du film, c'est aussi parce que ça veut aller vers un truc un peu pseudo-nihiliste, un petit peu qui serait inaccessible pour un gamin de 16 ans, alors que personnellement, je pense pas qu'à 18 ans, tu sois beaucoup plus intelligent qu'à 16 ans. Donc, à mon avis, c'est plus une question idéologique, mais... Ouais. Ça part aussi du principe que quand t'as un gamin, en fait, tu peux pas comprendre un film d'horreur sérieux. Enfin, moi, je l'ai perçu aussi comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, le mec qui est là à dire oui, mais en fait, un gamin n'a pas le bagage nécessaire pour comprendre le discours qu'il y a à la fin de Martyr, parce qu'il faut avoir un petit peu des connaissances en philosophie, en théologie, en tout ça. Non. Enfin, à 16 ans, tu peux parfaitement comprendre de quoi il retourne à la fin du film, tu vois. C'est comme si il fallait être forcément majeur, vacciné, tout ça, pour comprendre un film d'horreur qui n'est pas une comédie ou qui n'est pas un slasher débile, tu vois. Enfin, non. Les gamins, ils sont intelligents, quoi. En fait, le film te crie, qui pourrait être un film d'exploitation sur le papier, mais quand tu le regardes, il ne l'est à aucun moment, hormis dans cette espèce d'exploration de la violence et le fait que le film bascule d'un genre à un autre toutes les 30 minutes. C'est vraiment une espèce de film d'auteur, limite presque autorisant par moment, avec de la torture, et je pense que c'est aussi cet aspect-là qui a perdu une partie des spectateurs et quelques membres de la commission de classification des films. Mais c'est que c'est présupposé des capacités intellectuelles de toute une génération, et je pense que c'est surtout ça qui a fait que les gens ont dit bah non, mais attendez, le film il faut se battre pour que ce soit à 16 ans, parce que c'est de l'élitisme un petit peu aussi de se dire qu'un gamin de 16 ans il comprend pas, quoi. Tout le débat autour de la censure et de la classification des films. Mais c'est surtout que le film n'est même pas si intelligent que ça, c'est plus ça que je voulais souligner en revenant sur cette idée de censure. C'est en vrai, le film ne vaut même pas le coup de le censurer pour des raisons philosophiques, je trouve. Ou idéologiques. Il est même pas subversif presque politiquement, ce film. Ah oui, non, clairement pas. Clairement pas. On va passer à Mylène, qui avait une interprétation très personnelle du film, il me semble. Mylène, dis-nous tout. Moi j'ai découvert Martyr à l'adolescence et je l'avais pas revu depuis. J'avoue que j'appréhendais vraiment de le revoir parce qu'à l'époque le film avait beaucoup chamboulé. Alors pas tant pour l'aspect gore et tout, parce que déjà je suis pas très fan du gore, mais c'est pas un truc qui m'impacte plus que ça. Mais c'était vraiment la construction narrative du film qui m'avait marqué, parce que même si j'aime bien les films d'horreur, maintenant ça va mieux, mais globalement à cette époque-là, j'étais ado et j'aimais bien les films d'horreur qui finissaient bien. Et j'avais un peu, je me rappelle, je regardais aussi le timecode des films quand je la regardais et tout, parce que j'aimais bien me dire c'est bon, là je peux souffler, il reste tant de temps dans le film, là c'est bon, je peux me poser peinard avec mon chocolat chaud. Et en fait ce qui s'est passé avec Martyr, c'est que du coup à un moment je me suis détendue, j'ai pas regardé le timecode, et au moment où je me suis détendue, le film m'a mis une grosse claque dans la gueule, et j'avoue que là j'ai vraiment jusqu'à la fin eu beaucoup de mal à m'en remettre, au point où je suis restée complètement catatonique à la fin du film. En plus, j'ai fait voir ce film-là à mon petit frère qui a 6 ans de moins que moi. Je suis une personne horrible, j'étais au lycée. C'est... donc il avait genre 12 ans. Horrible. Non, mais en fait, mon frère me suivait partout et je savais pas ce que je regardais. Et du coup, je me souviens que mon frère, à la fin... Oui, donc c'est de sa faute. Non, mais... non, totalement, je suis juste une personne horrible. Mais du coup, je me souviens qu'à la fin, moi, j'étais en PLS, vraiment. Et lui, il me disait « Oh, ça va, franchement, ça va. » Et je me suis dit, j'ai créé un psychopathe, tu vois, c'est fini, quoi.
Et donc, C'est vrai. donc voilà, du coup, voilà, le film avait totalement fait perdre pied et j'avais ce souvenir-là. Et c'était quand même un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque parce que justement, je bouffais énormément d'horreur et il y avait pas beaucoup de films qui me mettaient dans cette situation. Et rien que pour ça, je m'étais dit, oh, putain, quelle claque, quoi, quel ride. Et je trouvais ça hyper malin, en fait, de construire presque son film à l'envers et au départ, de te proposer, en fait, tout le ride de fou. Tu crois que ça s'arrête, tu te calmes, tu te dis, ok, c'est bon, tout le monde est sauvé, on a la revanche, c'est bon. Et ben en fait, non, là, tu vas prendre cher dans ta gueule. Et donc voilà, rien que pour ça, j'aimais ce film. Et du coup, quand Amélie l'a proposé, j'ai hésité un moment à le revoir, vraiment, parce que j'avais peur, en fait, d'être mal à l'aise, d'être choquée, d'être dégoûtée. Et finalement, ben, c'est à ma grande surprise, le film m'a pas choquée, il m'a pas dégoûtée, il m'a pas mis mal à l'aise, mais en fait, il m'a rendue très, très triste. Et je pense que ce qui fait que je n'ai pas vécu de la même façon que quand j'étais adolescente, c'est que mon parcours de vie il a un petit peu changé. Et c'est là où je raconte ma life. Prenez un chocolat chaud, je vais tous vous déprimer, mais je vous promets, à la fin, je vous fais une blague de prout incroyable qui va remettre l'ambiance. Mais du coup... Dans mes souvenirs, encore une fois, Martyr, c'était un film choquant qui voulait avant tout en mettre partout, faire du spectateur sa marionnette. Et en fait, ben, encore une fois, je l'ai ressenti de manière totalement différente. Moi, du coup, je suis atteinte de plusieurs maladies qui m'handicapent et me causent de fortes douleurs au quotidien. Et j'ai subi des interventions assez cool comme une chirurgie du crâne, voilà. Et en gros, ben, quand je l'ai revu aujourd'hui avec ce parcours de vie-là, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au-delà donc, de la transcendance, de la souffrance, du martyr, d'un aspect presque un peu religieux par moment, des PTSD, de choses comme ça. Donc c'est vraiment en fait un film qui traite de la douleur et on a vraiment en fait un parcours de douleur à travers en fait le personnage du coup de Lucie mais aussi d'Anna et du coup pour moi c'est vraiment le binôme entre l'aidant et la personne en fait qui souffre. Et du coup, donc, je dois vous avouer qu'en le revoyant comme ça, et ben en fait, en cohabitant constamment avec ma grande amie la douleur, et ben du coup, le film m'a complètement déboussolée sur un aspect dont je m'attendais pas du tout. Et c'est vrai qu'il m'a aussi beaucoup touchée. Je trouve qu'on ressent en fait dans le film toute la rage, la brutalité qu'a mis Laugier. Et je savais pas du tout qu'il était en dépression durant l'écriture du film, mais pour moi, c'est pas du tout aidant. C'est pas du tout étonnant parce que c'est un film qui traite de souffrance physique et aussi mentale. Et pour moi, tu peux pas écrire ce film si tu n'as pas ressenti dans ta vie au moins... alors, pas les mêmes douleurs que les personnages, hein, je suis pas en train de dire que... voilà, mais tu n'as pas ressenti une telle douleur, soit physique ou mentale. Et c'est vrai que j'ai trouvé que, du coup, dans cette première partie, le binôme entre Lucie et Anna était très intéressant parce que Lucie, elle va souffrir d'une douleur dont elle n'arrivera jamais vraiment à se défaire. C'est une douleur invisible aux yeux des autres que même Anna, qui l'aime de tout son cœur, qui l'aime comme en fait une vraie sœur, n'arrivera pas à soulager. En fait, Anna, elle va vraiment... au sens large, sacrifier sa vie pour aider Lucie. Elle va l'accompagner même du coup dans toutes ses frasques en espérant la sauver. En fait, elle la connaît depuis qu'elle est toute jeune, depuis qu'elle s'est échappée. Et en fait, vu qu'elle ne voit pas sa douleur, vu qu'elle est invisible, d'ailleurs, il y a une scène, je trouve, qui évoque totalement ça, quand en fait Lucie est en train de se faire souffrir dans le salon, qu'elle est par terre et que du coup, elle voit une figure et qu'en fait, Anna, elle la voit pas du tout et qu'elle comprend pas ce qui se passe. Et du coup, c'est la scène qui va précéder la mort de Lucie. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là aussi de le faire en inversion, que justement au début, en fait, on voit Lucie qui souffre, on comprend son mal-être sans vraiment le comprendre. Et en fait, c'est que dans la deuxième partie où en fait Anna qui prend le rôle de l'aidant, en fait, un rôle qui est pas forcément plus simple parce que encore une fois, elle va voir la mort de son amie Lucie, elle va être complètement spectatrice et elle pourra pas en fait gérer sa souffrance même si elle l'aide de tout son cœur. Et du coup, en fait, c'est que quand elle va subir son calvaire, qu'elle va pouvoir vraiment en fait comprendre ce qu'a traversé son amie. Et je pense que c'est là aussi où c'est intéressant que le film soit fait du coup dans le sens contraire, où on va avoir cette revanche en fait de Lucie et ensuite Anna qui va souffrir. Et là en fait Anna du coup passe du rôle d'aidant qui n'arrive pas du tout à aller jusqu'au bout du coup de sa quête avec son amie, parce que sa quête c'était vraiment la sauver et la sortir de ça. Et c'est pour ça aussi qu'elle la laisse se venger, qu'elle la suit là-dedans, c'est qu'en fait elle pense que ça va être une porte de sortie pour elle, que ça va être une façon en fait pour son amie de soigner ce mal, cette douleur, mais en fait c'est une douleur qui est autant physique que mentale, qu'elle pourra finalement jamais soigner. C'est une douleur qui est installée, qui est beaucoup plus difficile à atténuer, et c'est vraiment un supplice qui est difficilement envisageable tant que le personnage d'Anna finalement l'a pas vécu.
Du coup, cette douleur chronique, elle se répète, elle l'isole, comme durant la scène de torture du coup de Lucie cette fois-ci, quand elle va être au sous-sol. En fait, son seul repère dans le temps, c'est la répétition de la douleur. Sa répétition, en fait, la répétition des scènes de torture. Et du coup, en fait, on va, comme vous l'avez bien dit, on va s'habituer à cette répétition, comme on s'habitue finalement à la douleur quand on est quelqu'un qui est atteint de maladies chroniques ou qui ont des douleurs au quotidien. Et je trouve que, encore une fois, là-dedans, pour écrire aussi bien, le film n'est pas parfaitement écrit. Il y a plein de choses qui sont très maladroites dans le film, mais en tout cas, cette souffrance, cette douleur, cette répétition, l'isolement, l'invisibilité de la douleur et le fait qu'on ne peut pas la comprendre tant qu'on ne l'a pas vécue, pour moi, Laugier, il y a vraiment mis quelque chose en fait, de très personnel dans ce film. Et je trouve que là, c'est là où Martyr me touche, là où je ne m'y attendais pas. Enfin, Martyr, pour moi, c'est une métaphore de la douleur à travers la maladie. C'est une métaphore de ce que le corps humain est capable de subir et de surmonter. Le corps, il est incroyable, en fait, et ça, Laugier nous le montre dans ce film, mais c'est à la fois une véritable prison. Les différentes victimes que nous montre Laugier, elles illustrent cette prison qu'est le corps humain. Ces femmes, elles tentent de se détacher de leur corps comme pour stopper leur souffrance. Elles sont dans une prison de chair. Et encore une fois, on va le voir là avec du coup la mort de Lucie, quand Lucie va carrément essayer en fait de faire des trous dans son corps. Il y a vraiment ce truc-là où pour mourir, elle fait des lacérations dans son corps. On a l'impression qu'elle a besoin d'expliquer quelque chose, de sortir de son corps. Et je trouve que là, ça marche encore une fois très très bien sur l'illustration de la douleur. Par ailleurs, toutes ces victimes, elles sont pas vraiment identifiables. Bon, du coup, comme tu l'as dit, Amélie, c'est quand même spécifique, c'est des femmes. Donc là, effectivement, c'est sûrement pas anodin. Mais pour moi, elles sont aussi un échantillon des douleurs humaines et de la souffrance corporelle et mentale. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin, quand elles sont malmenées, en fait, on ne voit plus que finalement des bouts de fer sur leur corps qui identifient en fait les zones où elles ont mal, et on ne les identifie pas vraiment en tant qu'être humain. Et pour moi, c'est vraiment voilà, une illustration des types de douleurs que l'être humain va pouvoir subir à travers le temps. Et d'ailleurs, à la fin, avec les gros sabots, quand on nous montre, quand justement cette secte va dire oh là là, on s'est rendu compte des douleurs que subissent les humains, c'est incroyable, regarde ce regard, voilà. Là, pour le coup, c'est gros sabots, et je trouve que la fin, finalement, vient quelque peu gâcher en fait ce que moi je souligne et ce que je salue dans le film. Donc du coup, encore une fois, cette illustration de la douleur que je trouve, mine de rien, pas si commune dans les films d'horreur et pas si commune au cinéma en fait. Enfin, je vais terminer sur le fait qu'avec Martyr, en fait, Laugier, il signe une allégorie de la douleur chronique et du calvaire que vivent les malades enfermés dans leur propre prison de chair. Et encore une fois, pour moi, Laugier, il a sans aucun doute rempli son film de tous ces mots pour les partager au monde. Et c'est là aussi où je vous avoue qu'en fait, je connais pas de blague de prod, je suis désolée. Mais je suis sûre que Mathieu, il en a une pour vous. Voilà, je suis désolée. Oh non, Mathieu pourra, en effet. Mais calmez-vous, ouais. Je te rappelle, c'est moi qui fais le montage, hein, donc attention. Vous connaissez l'histoire du pingouin qui respirait par son cul? Oui. Ouais, voilà, tu vois. Bah oui, ça, si, il est mort. Il s'assoit, il est mort. Il s'assoit, il meurt. Non, Tu la connaissais pas, tu Mylène, connaissais celle-là? pas cette blague? Mais moi, je suis nulle en blague. C'est pas mon registre, les blagues, tu sais. Moi, je suis trop nulle. Je connais juste la blague du mec qui rentre dans un café et plouf. Et toi, ton truc, Je c'est l'avais- vraiment les slashers. Ouais. quoi. C'est pas Moi, les je blagues. connais rien d'autre après. Elle se nourrit que de Je slasher. connais des blagues de slasher. Non, Il y a un dernier point qu'il faut évoquer. Là, on a eu une interprétation très personnelle, assez folle, en fait. Et je suis désolé de du coup de devoir passer à ça, parce que ça va être une ambiance différente. Parlons du remake. Qui l'a vu ici? Qu'on rigole un peu. Vu et sans tape. Alors moi, Pareil. ouais, comme Mylène, vu et sans tape, hein, j'ai aucun putain de souvenir, j'ai trouvé ça absolument à chier. Je vous invite en fait à lire ce qu'en pense Pascal Laugier sur la page Wikipédia du film. Là aussi, c'est assez gratiné. Mais je pense que voilà, le film mérite vraiment toutes les mauvaises critiques qu'il a pu avoir, parce que dans mon souvenir, c'est ni fait ni à faire. Je l'ai. C'est qu'en fait, il détenait pas les droits du film. Laugier a dit qu'il avait un contrat de merde, qu'il a même pas été payé pour ce remake. C'est la seule chose qu'il regrette au final de sa carrière, c'est que le nom Pascal Laugier est associé à ce film de merde, et qu'il a même pas eu un centime pour la création de ce film. Il a réussi à mater les 20 premières minutes, et il avait l'impression qu'en effet sa mère se faisait violer, et donc il a arrêté, et la vie était trop courte pour voir ça. Voilà. Le film,
on a beaucoup dit que le film de Laugier était un peu gros sabot et pas très subtil, mais il a quand même ce truc de mise en scène et d'explorer des thématiques intéressantes comme la douleur, alors que par contre le remake il a juste compris le calvaire christique. Voilà, c'est tout. Et c'est assez insupportable. Les Américains. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est pas choquant, et c'est bien leur type de faire ça en tout cas. Fallait quand même qu'on l'évoque. Mais est-ce que le remake est découpé un peu de la même manière que le film ou de Laugier ou pas du tout? Je m'en souviens pas. Je m'en souviens plus. Pour ceux qui l'ont vu. Je m'en souviens plus du tout. Ah oui, c'est vraiment vu et sans Ah non, mais vraiment, c'est à ce niveau. Non. J'avais trouvé ça aberrant de faire cette merde et que je m'étais dit, mais putain, c'est pas du tout subtil. Et ça m'avait saoulé, je crois même pas l'avoir vu en entier, tu vois. D'accord. Moi, je l'ai vu en entier, mais ça fait partie de ces films que tu regardes et quand le générique défile, tu l'as déjà oublié. Oui, C'est fou. Oui. C'est vraiment, Oui. le film il se range là-dedans, quoi. c'est pour ça que je revois Glitter Pour que en boucle. Mylène ne finisse pas le film vu ce qu'elle regarde, c'est que le film est extrêmement mauvais. Ah ouais. Ouais, c'est pas un 4 sur 10. C'est une note que même Letterboxd n'a pas encore inventée, si tu C'est veux. -6. Ça mérite même pas le Mylène Seal of Approval, tu sais, n'existe pas. C'est fou. Fallait quand même qu'on l'évoque rapidement, même si c'était juste pour chier dessus. On va passer à l'avis des auditeurs. Enfin, Ah, il y a eu beaucoup de monde. Je vous le dis tout de suite, j'ai élagué tous la plupart des commentaires qui disaient MDR, Xavier Dolan, il se prend un coup de fusil à pompe dans la gueule. Vous inquiétez pas, Parfois, Mathieu l'a c'est dit. marrant. Mathieu l'a dit, c'est pas grave. Mathieu Ouais, je l'ai vous dit. représente aujourd'hui. Voilà, c'était la vanne. C'est comme Paris Hilton dans La Maison de Cire. On a compris. On a compris la vanne. C'était pas drôle en 2008, c'est encore moins drôle maintenant. Mais vous êtes encore en forme. Il y a une communauté qui s'est créée autour de ça, en tout cas. Mais voilà. On va commencer avec le chat qui fume. Le chat qui fume, Stéphane Bouillet, qui débarque et qui dit un chef-d'œuvre que l'on espère un jour restaurer en 4K chez lui, du coup, chez le chat qui fume, même si Pascal nous déteste parfois. Parce que visiblement, ils se sont embrouillés, comme par hasard. Moi, je paierais pour une discussion entre Stéphane Bouillet du chat qui fume et Pascal Laugier. Je pense qu'ils sont à la fois meilleurs amis et à la fois ils se tabassent directement, je pense. Il y a un truc physique entre eux. Et à côté, dessous, c'est ça qui me fait rire, c'est qu'il y a Fred Bandini, qui est le graphiste du chat qui fume, qui débarque, avec un avis totalement contraire. Une escroquerie et un réalisateur prétentieux prétendant offrir une réflexion sur la souffrance, sans y parvenir, se perdant dans une violence gratuite risible, oscillant entre cliché et naïveté, en se terminant sur un final ridicule. Une belle merde. Ouais. wow. Je Voilà. crois qu'il a pas aimé. Quelque chose me dit qu'il a pas apprécié. Regarde le remake. Ouais. C'est ça. Alors, entre parenthèses, en dessous, le chat qui fume a répondu « bah t'es viré ». Donc voilà. Arrive Sibi au bal du diable, ça faisait longtemps, et elle a débarqué avec 28. Merci Sibi pour le paragraphe que je dois me taper actuellement. Pour moi, un film en 2 parties. Une proche du sublime et une franchement embarrassante. La première partie, et malheureusement la plus courte, centrée sur le personnage de Mylène Jean Panoï, est pour moi, à l'instar du chef-d'œuvresque Halloween 2 de Rob Zombie, entre parenthèses, oui je sais, hot tech massive. Oula. Ah, elle arrive... Ah non, attention, on reviendra sur ça après. Une des explorations horrifiques les plus fortes et radicales de ce qu'est un syndrome post-traumatique et de son insurmontabilité. C'est 30 minutes de chaos, de rage, de désespoir sublimement filmé et mu par un sentiment de fatalité presque grunge, jusqu'à une première conclusion qui, émotionnellement, me roule dessus. C'est très personnel, mais cette première demi-heure, elle me bouleverse viscéralement. Attends, Malheureusement. elle parle d'Halloween ou de Martyr? Martyr. Je Mais là, comprenais pas. Alors Lily, l'épisode d'aujourd'hui c'est sur Martyr, hein, tu te souviens? Oui. Est-ce que tu nous parlais d'Halloween depuis tout à l'heure? Non, mais parce que je Elle me était suis sur dit, Shopping Mall. mais... Non, mais je me suis dit, bah putain, elle le trouve vachement profond, Rob Zombie. Est-ce qu'on même parle, Rob Zombie n'a pas capté, tu sais. est-ce qu'on parle de la même personne? Voilà. Malheureusement, il y a aussi le reste du film centré sur le personnage de Morjana Alaoui. Et là, oups, la glissade, on a affaire à un dérapage incontrôlé. Il reste 2 pages. Bon, déjà, le délire de la secte qui utilise la torture sur ces jeunes filles pour essayer d'avoir un aperçu de l'au-delà, c'était déjà stupide et ringard avec mention trop edgy en Big 2008. Mais surtout, ce qui me dérange profondément, dans cette interminable deuxième partie, c'est le changement dans le rapport du film à la violence et dans le regard porté sur les corps violentés.
Là où, dans la première partie, l'extrême violence et la dégradation physique qui se joue me semblent être intrinsèquement liées à l'état émotionnel de la protagoniste Lucie, et donc justifiées et même pertinentes, dans le reste du film, les sévices administrés à Anna me semblent filmés avec une gratuité et une complaisance totale, dans une volonté de choc pour le choc tellement vomitive qu'elle n'est même plus efficace, mais juste racoleuse et vulgaire, à un point où je pourrais même soupçonner Pascal Laugier d'être plus qu'un peu misogyne. Je ne peux malgré ça m'empêcher d'aimer le film tant sa première partie me parle profondément, mais ça reste très problématique, dommageable, et ça me peine toujours à chaque revisionnage. PS, pardon pour le hold-up, j'avais pas prévu de pondre un tel pavé. C'est toujours un plaisir. Elle a vraiment résumé ce que je pense, j'avais pas trouvé les bons mots tout à l'heure dans ma partie, c'est racoleur que je cherchais. Oui, ouais, c'est vraiment vrai. ça. Je trouve. C'est pas loin d'être vulgaire, en effet. Après, c'est que des avis plus courts, pour te rassurer au montage, Mathieu. Cora Maroc. Un film qui m'a donné un uppercut et m'a sonné à la première vision, puis un film qui m'a hanté et fasciné pendant longtemps après le visionnage. Un très grand film dérangeant. Ça, c'est l'avis de 80% des gens dans tous les tweets que j'ai reçus. Chloé HK, je savais pas trop ce que j'allais regarder quand je l'ai lancé, et toute la dernière partie m'a cloué d'horreur sur ma chaise. Moi qui suis hypersensible et empathique, c'était un cauchemar à visionner. Je trouve que c'est un très bon film, mais plus jamais. Ça aussi, j'en ai eu beaucoup. Le très bon film, plus jamais, c'est un truc qui revient constamment dans les avis sur le film. C'est vrai que j'ai pas du tout envie de le revoir. Moi, moi. j'ai dû le voir peut-être 2 fois ado, mais je voulais pas y retourner. Donc, je peux comprendre. Ouais. Les 2 derniers avis, c'est vraiment la globalité, j'ai dit les 80%, et là on va passer aux 20% restants, attention. Johan Orzulik, un film fait par Jean-Kévin, 14 ans, qui se dit le monde c'est pas bien en écoutant du Evanescence juste après sa rupture avec Virginie Ledoyen. Mais c'est pas mal, Evanescence, Johan, ça il a va. pas le temps. Ça va, c'est pas mal. Il a pas le temps, et j'ai pas mis ses autres tweets où il s'adressait à Pascal Laugier en dessous, genre le mec il a vrillé. Johan, Mais qu'est-ce qui t'est passé? En fait il demandait C'est en pas dessous... incroyable. Il a fait, et dis donc Pascal, pourquoi tu nous parlerais pas de tes téléfilms porno qui passaient sur M6 dans les années 90, s'il te plaît? Et pourquoi pas? Parce qu'en effet, il a fait un peu d'érotisme et de porno, je sais pas si c'est de l'érotisme ou du porno en fait, je les ai pas vu ces films. Ça a été évoqué dans une interview chez Filmo, au bistrot, et donc voilà, il a une petite expérience. Ça arrive à tout le monde, mais Wes Craven, il a fait ça. Petit Il coquin. n'y avait pas de porno sur il fallait M6, bien c'était manger. que de l'érotisme. Porno, c'était Oui, c'est de Canal. l'érotisme. C'est de l'érotique, ouais. J'ai dit M6, mais dans ma tête c'est M6, peut-être que c'est notre chaîne Tac. qui est écrite. Mais en tout cas, c'est un truc comme ça, mais il avait dit téléfilm érotique du samedi soir, tu vois, une connerie du genre. Donc voilà, mais après, bon, il n'y a pas de honte à faire ses armes dans le porno, faut bien manger à un moment en tant que réalisateur. Et donc, et ça me paraît cohérent vu la filmographie du bonhomme. N'oubliez pas qu'on voit un jeune Pascal Laugier dans les bonus de Nécromantique au Brady à la sortie du film. Ouais. Tu vois, tout est là, tout était écrit, donc bon. On va passer à Tchad. Martyr est la preuve que la France peut faire du film d'horreur qui tâche avec des séquences chocs crues, saupoudrées de violence brutale et frontale. Merci Pascal. Un de mes films d'horreur fétiches qui frappe exactement là où il faut me concernant. J'ai mis cet avis spécifique parce que je suis vraiment pas d'accord. Désolé Tchad, tu vas être l'exemple ce soir, c'est pas personnel, mais moi j'en ai ras le cul des gens qui disent « Enfin, un film d'horreur gore français !» La France ne fait que du film gore en fait quand tu regardes bien, et c'est super rare de trouver un film d'épouvante français qui est pas justement hyper trash. Années 90 au pif, Baby Blood, Oui, j'allais le dire. hyper gore. Ouais. Années 2000, haute tension, frontière, calvaire, à l'intérieur, mutant, par contre, film de zombies, Mais nous, on la aime le horde, sang, hein. tout, on aime le sang. Devil Ça Story. pétarade dans tous les sens. Devil Story, même Devil Story, elle la cervelle partout, en vrai, alors que c'est de la merde. Et j'en passe, franchement, il y a d'autres exemples à citer, mais la film, qu'est-ce que j'en ai ras le cul. La France ne fait, la France ne fait que des films d'horreur qui tâchent, à tel point que ça a même été un truc qui est ressorti l'année dernière, où on a eu des films du coup plus subtils dans leur utilisation du sang, que ce soit Le règne animal, Vermine, et un peu Gueule noire, même si c'est un petit peu gorasse à droite à gauche, mais c'est plutôt calme par rapport à ce genre de film. Bah au contraire, ça y est, là on se calme enfin. Mais en vrai, on a toujours été énervé, je trouve, niveau gore et tout. Putain, même Norbert Moutier, quoi, Mad Mutilator et compagnie, il y a une envie de tâcher les murs constamment. Même Grave et Titane, hein, si on va par là. Ouais. Ouais, Grave et Titane, bien sûr. Revenge.
de faire Ouais, genre. mais après, pendant la période de la French Fire, il y a aussi des contre-exemples de films qui étaient vendus comme des films de genre français, mais qui n'étaient pas forcément en gore avec du sang plein les murs. Brocéliande. Brocéliande. Gros banger. Brocéliande, Putain, Bloody Brocéliande. Mallory, si on va dans ce... Si on va dans Ah, Oh, Bloody Bloody Mallory, il est un Mallory, peu c'est dégueu. C'est incroyable, chaud. le Di Mallory. C'est de la merde Ah, en branche. quoique, il n'y a pas beaucoup de body horror dans Bloody Mallory. C'est pas... Non, mais il y avait Maléfique aussi, de Eric Valette. Il y avait un film avec Ray Wise qui se passe le long d'une route. Là, c'est une espèce de machin qui se passe en boucle. J'ai oublié le titre. Total Western. Et il y avait aussi Il, un film qui est un petit peu oublié, mais que je trouve très, très bon. C'est vrai. C'est vrai, donc il y a des contre-exemples. Mais ça n'empêche pas qu'on a toujours voulu tâcher les murs. The Digital Lounge. Nous étions 15 dans la salle de ciné. J'adore les films de genre, mais après Martyr, pendant quelques temps, tous les autres films de genre m'ont semblé fades, tellement ce film m'avait mis la barre très haut à tous les niveaux. Je ne l'ai pas revu depuis, une expérience marquante. Je comprends, ça m'a fait Bien, ça avec revois-le, Scream. peut-être. Relance-toi. Benjamin Briot, nota bene en personne, qui a popé dans les mentions. Il est là, bonjour. Cher Brutal et camarade, bien le bonsoir. C'est ça. Brutal et marquant. J'en ai quelques souvenirs des années après, mais avec le sentiment d'un film aussi dérangeant et puissant que noyé dans des délires auxquels je n'ai absolument pas accroché sur la fin. Toujours une rupture hein, entre le début et la fin, ça revient Ouais. sans arrêt. Wind McFly, j'ai adoré les 20 premières minutes, le reste, c'est à chier. Ça se veut tellement subversif dans sa violence, alors qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Les membres de la secte jouent super mal et la fin est paresseuse. Bref, ça m'a énervé parce que j'ai commencé par être emballé au début. Tout pareil. Jérémy Barr, pur chef-d'œuvre, beaucoup plus subtil que la réputation qui le précède ne le laisse croire. Ah, Jérémy, c'est un bro. Je trouve mais qu'il il est chaud. pas à la hauteur de sa réputation, le film, moi. Mais, Ouais. au revisionnage. Regarde-le peut-être, Jérémy. Après, écoute, il a le droit de trouver que c'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, il fallait un avis ultra positif dans le En lot. fait, il vit pas très bien le revisionnage parce que vu que ce qui te prend, C'est ça. je trouve, c'est le twist et le fait que tu sois perdu par le rythme. Une fois que tu connais le déclencheur et ce qui va se passer, pour le coup, c'est un film qui se revisionne pas très bien. Parce qu'en fait, ce qui fait, je pense que tu viens à calvaire dans la seconde partie, enfin vers la fin, c'est qu'en fait, t'as trop mal vécu ce truc dans ta gueule, quoi. Sauf qu'une fois que tu le sais, bon bah c'est pas pareil. Enfin, tu le vis pas pareil le rythme du film, quoi, je trouve. Sauf si t'as un kink bizarre sur la meuf qui se pisse dessus et qui mange de la Et bah merde. alors là, et qui je sont peux rien frappés. pour Après, vous, là, en Je l'occurrence. vise personne. Je ne vise personne, je citerai pas de nom. Ils existent. On va Bah, si continuer. vous aimez bien ça, on avait reçu un film pour les Intergalactiques à l'époque qui s'appelait Breeder. Tu te rappelles de ça, Mylène, ou pas? Breeder. C'est une meuf, c'est un film danois, je crois. C'est un petit peu le même pitch. C'est une meuf, son mec, qui travaille pour une société qui fait des recherches sur l'immortalité. Et un jour, elle se fait enlever. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont une sorte de ferme avec des meufs qui torturent Ah, mais ça me dit quelque à longueur de chose. journée. Ouais, elles se font marquer au fer rouge et tout. Oh putain, Donc oui, voilà, oui, si oui. vous avez Oui, un... il les élève. Ouais, Il les et élève, moi oui. j'avais... Ouais, il les élève un peu et il les torture et tout ça. Donc voilà, si vous avez envie de voir un film comme ça, déjà vous êtes très bizarre. Mais voilà, il y a Breeder. C'est beau le cinéma finalement. Un art pluriel, ouvert à tous. On aime beaucoup ça. Malone Silence a écrit l'un des films les plus brutaux que j'ai pu voir et j'ignore toujours si j'aime ou pas. J'en ai lu beaucoup. Ça se tient comme avis. Ça me choque pas trop Ouais. comme avis. Ouais, c'est ça. Au moins, tu l'as tenté. C'est honnête. Et on finira avec Clément Arbuste. Subit le film adolescent. Et c'est la pire merde misogyne de ma vie de spectateur. Et j'ai vu tous les films de Nicolas Bedos. Wow. Tous les films de Nicolas Bedos, ça fait beaucoup quand même. Hein. Wow. Déjà, pourquoi tu t'infliges ça, Clément? Pourquoi tous les films de Nicolas Bedos? Mais on finira sur cette petite note et cette balle perdue pour notre bon Nicolas. Je crois qu'on On dit va- Bedos. Hein. Bedos, on s'en bat crois les que couilles. Bedos, Oui, c'est mais moi autre j'ai chose, suivi, Ouais. Romain, il a dit Bedos, il est tard. Hey. Ouais, et il est tard, l'épisode il dure 2 heures. Si je peux écorcher le nom de Nicolas Bedos, je m'en bats les couilles. Ouais. Voilà, il mérite C'est pas la vu sa soirée du filmographie, Métrel, on le mon sait, tu respect. vois, on le sait. Ouais, il y a plus rien. Je pense pas qu'il écoutera le podcast. Au pire, qu'est-ce qu'il va faire? Un mauvais film. Voilà. Donc, je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Merci l'équipe. C'est notre épisode le plus long et on est à 2 heures d'enregistrement. Force au monteur. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine avec un film radicalement différent. On va parler de John Carpenter, enfin, avec Ghost of Mars,
Voilà. chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre, la meilleure adaptation de Doom qui existe, avec un jeune Jason Statham et une Pam Grier qui pète la rate dans tous les sens. Vous allez voir, ça va être marrant. Incroyable BO. Et c'est un bon moyen. Aussi, c'est un bon moyen pour parler de John Carpenter sans tomber dans les classiques en fait, Halloween, The Thing et tout, même si on en parlera un jour. Même Voilà. si The Fog, il y a un débat à avoir Ouais, avec c'est Minen. tellement de la merde. Quand je dis débat, c'est débat armé, hein, bien sûr. tellement de la merde. Mais parle mieux de The Fog. Bon, vous vous battrez Parle- la semaine prochaine. Va te Ouais, coucher, ouais, Mylène. c'est fini là. C'est fini. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Jumpscarecast, sur Twitter et Instagram, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, vous connaissez la musique. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Bonsoir. Elle était super bizarre cette vidéo de MrBeast, n'empêche.